Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Il y aurait de la bisbille au Parti conservateur du Québec, d'après les médias. Et nous autres, on aura tantôt quelque chose... Il n'y a pas de lien avec ça, mais c'est comme arrivé par hasard un peu. On a un débat entre Jonathan Hamel et, je dirais, un membre ou quelqu'un qui veut s'impliquer à l'intérieur du Parti conservateur du Québec qui dit, écoutez, là, si on veut gagner avec ce parti-là, il doit devenir un parti identitaire. Donc, on a un match prévu tout à l'heure entre Joe Hamel et c'est quoi le nom de Alexandre Cormier-Denis. OK, parfait. C'est un gars qui a... écoute, il se qualifie de nationaliste et patriote. Ouais, OK. Donc, OK, on va... Moi, je vais être là pour passer à la POC. Là. Je connaissais mes intentions là-dessus. Mais, regarde, ce sera à vous de décider par après avoir entendu ce débat-là. Jerry, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Très bien. Très, très, très bien. Stéphane Bruyère quitte. Stéphane, good luck, my friend. Donc, Stéphane Bruyère à stéphanebruyère.com, qui est avec nous autres sur Radio Pirate Prime et qui a dit un peu plus tôt ce matin il a dit ouais, les femmes en ce moment, là, je me pose de grandes questions. Donc, célibataire. Je ne sais pas si c'est célibataire, c'est compliqué son affaire. Mais si vous voulez entendre toute la discussion là-dessus, allez sur Radio Pirate Prime. Très bonne discussion. Allez vous abonner si ça vous tente. Hey, vu qu'on a beaucoup de stock, on a Régent également qui est stand-by. Peux-tu faire la boîte pour ouvrir? Oh, j'ai une petite boîte. Tu sais, quand tu dis qu'on peut être déphasé, c'est Mr. White, ça? Oui, je sais. Ah, c'est Mr. White. Est-ce que les écouteurs sont tombés à terre? Oui. Oui, c'est ça. Ils tombent à terre combien de fois par jour? C'est minimum une fois. Là. Une fois par semaine. Non, c'est une fois par jour. Arrête. Il y a des jours Je peux te dire une affaire. Ces écouteurs-là sont vraiment des écouteurs de qualité. Là. C'est l'enfer. Bidding, babang à terre. Poum, et ils t'offrent encore. Des fois, il y a un petit coup de pied dessus en plus. Parce En qu'en plus. se levant, pour les ramasser, il donne un coup de pied dessus. Oui, il exagère. Oui, Non. Faut dire qu'il y a des grands pieds, là. Faut dire que ça, c'est quasiment un handicap avoir des grands pieds de même. Mais c'est vrai. Non, mais c'est des... Écoute, tu prends quoi comme soulier à peu près? 12, 13? Bon, il veut pas répondre. Non, il veut pas, parce que quand tu dépasses 12, toujours louche. Non, pas tout. Sérieux, c'est quoi? 12, 13? Entre 12 et 13, dépendamment des marques. OK. Entre 12 et 13. J'étais pas C'est du pire, 12 et demi, ça? J'étais pas pire, ça. En tout cas, tu tomberas pas par en avant. Bon, c'est qu'on a dans la boîte. Oui. Le bureau de la concurrence. Spatling! Voyons. Non. C'est ça. Ding! Au moins, j'ai pas éternué. Il y en a qui m'ont parlé de mon éternuement hier. Ah, mais ça, c'est dans Radio Pirate Prime. Hier. Non, je le sais, mais... Ça, c'était quelque chose. Moi, tu nous as parlé dans le live, pareil. Oui, mais Ah oui, on a parlé dans le live. J'ai jamais quand c'était... Premièrement, je me demandais ce qui se passait. Donc, j'ai comme eu... je me suis dit, c'est quoi qui se passe? Au début, je pensais que c'était un coup de gun. Tu sais, quand tu saisis, tu te demandes, y a-tu quelqu'un qui est rentré avec un gun dans la porte? Ça non, frappé. C'était Mr. White qui éternuait. Donc, dans la boîte, Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Le bureau de la concurrence du Canada, ils veulent faire une étude sur l'industrie de l'alimentation. Ils veulent comparer les produits d'un supermarché. Ils veulent comparer le chou-fleur dans tel supermarché par rapport au chou-fleur de l'autre supermarché. Ils veulent voir pourquoi les prix c'est cher dans les supermarchés. Et est-ce qu'il y a de l'abus, justement, des magasins d'alimentation, là? Mais c'est donc que la gang, là, le bureau de la concurrence, à place de faire ça, il devrait checker le gaz. Je dis ça de même. C'est parce que le gaz devrait être à une et... Tu sais, tu es rendu à 83-84 piastres, là, le pétrole, à peu près? Il doit être... le pétrole devrait être... Je sais que le dollar canadien est faible, mais il devrait être aux alentours de 1,40, 1,50. Entre ça, là, entre 1,40 et 1,50. On est à 1,79, 1,74, dépendamment de où vous êtes. Oui. Mais quand on parle de concurrence, est-ce qu'il y a de la concurrence ici? Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. On se fait nuire par les prix, genre de prix
Prix plancher. Prix plancher. Toutes ces affaires-là. Là. Donc, puis l'autre affaire, c'est que des gros groupes, vous allez vous ramasser sur un coin, puis vous pensez que c'est 4 bannières différentes avec 4 propriétaires différents. Mais finalement, quand vous fouillez, c'est la même gang. Un des groupes les plus puissants au Québec, c'est le groupe Dufresne. Là. Le groupe Dufresne avec Arnois et toutes ces affaires-là, là, ça, c'est des gros groupes et ces gens-là contrôlent, veut pas. Ils ont quasiment tous les points de vente pour la vente d'essence. Donc, ils ont mainmise sur les prix vendus. Donc là, en ce moment, on a, entre autres, tout le monde se prend beaucoup d'argent, les raffineries, le distributeur, mais également celui qui vend. Tu sais, avant, on entendait que les gens qui vendaient, ils font rien, ils font 3-4 cents du litre. Mais là, on est plus dans le 20 cents. Là. On est plus dans le 20 cents du litre. Donc, vendre de l'essence, pour celui qui le vend, là, le dépanneur, c'est très payant. Là. Donc, si vous avez des actions de couche-tard, c'est très bon. Ça, c'est sûr. Je comprends que les supermarchés, présentement, si on regarde les bilans, ils font de l'argent aussi. Mais moi, je trouve que si tu rouvres une enquête, une étude, puis tu mets beaucoup, beaucoup de temps pour comparer le céleri d'un supermarché à l'autre, moi, je trouve que tu perds ton temps. Tu devrais checker plus la concurrence qui fait mal au monde. Ça veut dire, à un moment donné, tout le monde se tient au dixième Parce de que, ultimement, près, si le diesel est à 2,5, il est à quoi, 2,45, 2,50? Ça se reflète aussi dans les prix à consommation à l'épicerie. Là. Et pourquoi notre diesel est plus cher que partout ailleurs? Ben, peut-être que finalement, la solution, tu vas la trouver dans ta cour et non pas... Je dis pas que les épiceries ne profitent pas. Je comprends, mais... Toutes les entreprises, en ce moment, c'est une gang de crosseurs, OK? Tout le monde profite. Ouais, mais j'ai pas le choix. Oui, mais c'est ça que je dis. Je sais que tu n'as pas le choix. Parce que tout le monde profite. Tout le monde profite de la situation pour s'amuser avec le fait que si tu ne me gardes pas, je vais m'en aller chez le compétiteur, il m'offre 5 000 de plus par année, etc. Mais tout ce genre de chaise musicale dans lequel on est, quand la musique arrête, celui qui se ramasse pas de chaise, c'est le consommateur. C'est toujours lui qui n'a pas de place à s'asseoir. Parce que tout le monde s'est fait un party, tout le monde abuse. Les raisons sont probablement toutes bonnes à vos yeux. Nous autres, on est obligés de gober ça pour fermer nos gueules. Mais ultimement, c'est tout le monde qui abuse. Puis, sais-tu quoi? Il y a un middleman quelque part qui paye son brocoli trop cher. Mais aussi dans l'épicerie, il y a beaucoup de monde qui s'en crise de le payer trop cher parce que tout le monde a amélioré leurs conditions de 5 000, 10 000, 15 000 par année en faisant croire qu'il y a quelqu'un qui offrait 10 000 de plus dans la concurrence, qui n'est jamais arrivé. Puis le gars, le boss, il a pogné la chienne, puis il a donné le 10 000 de plus. Puis après ça, lui, il vend son stock, il est obligé d'aller vendre son stock, qu'il vendait 8 000 pour, je sais pas, moi, il fait des armoires de cuisine. Tiens, il faisait des armoires de cuisine. Le bois est rendu plus cher, la main-d'œuvre est rendue plus chère, le transport est rendu plus cher. Puis là, au lieu d'avoir les armoires à 10 000, ils sont rendus à 16 000. Puis là, vu que tu as besoin d'armoires, tu te dis, oui. Donc, tout le monde est pogné dans cette affaire-là. Est-ce qu'on peut dire non? Mais c'est un peu ce que tu disais l'autre semaine. Oui. À un moment donné, il faut... je dis dire non. Si tu as besoin d'un frigidaire, tu as besoin d'un frigidaire. On s'entend-tu que tu n'as pas le choix? Là? Ça veut dire, tu peux en acheter un usagé, je comprends, là, mais je veux dire, tu as besoin d'un frigo. Mais quand tu vois une pomme de salade à 4 piastres et demi, tu peux dire, une petite iceberg, là. Ouais. 4 piastres et demi, tu veux dire, regarde, là, je vois... Tout le monde abuse. Cette semaine, on va se faire une salade de cocombe. Hier, on a reçu nos Publisac, on est là, telle affaire à 1 piastre. Puis là, ma blonde a dit, oublie pas, on va chercher telle affaire au panier extra. On est là pour on court, on va chercher nos affaires. Puis pendant ce temps-là, à chaque fois que... Je peux-tu te raconter une histoire de vie que j'ai racontée vite ce matin? Je ne ferai pas autant de temps que j'ai fait sur Radio Pirate Prime. Mais c'est que nous autres, on s'est ramassé un terrain dans une zone riveraine. Puis, quand on est arrivé là, on a regardé la rive, la berge. On s'est dit, vu qu'on veut être là puis pour longtemps, puis probablement qu'on va passer ça à nos enfants après, puis tout, on va s'arranger pour que la berge, qui n'est pas nous autres, soit protégée. Oui. Parce que le gouvernement fédéral avait protégé cette berge-là en 1971. Et en 1972, le mur qu'ils ont mis, ils ont coulé un mur de béton. Le mur de béton s'est ramassé à terre 1 an plus tard. Et le mur de béton, 50 ans plus tard, est toujours là. Écrasé. Il y a quelques roches à travers. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est des marées, c'est des affaires, c'est pas trop compliqué, là. Mais de temps en temps, dans la saison des hautes marées, des grandes marées, ou même au mois de décembre, avec certaines marées, avec la neige, les glaces au début de l'hiver,
De temps en temps, ça vient frotter un peu, mais pas bien. Mais toi, tu es un bon citoyen. Là. Toi, tu veux j'étais bien un bon faire les citoyen. choses. Ben, j'étais pas obligé. On n'était pas obligé de le faire. Zéro obligé. Ça aurait pu rester là pendant 100 ans, puis au pire, peut-être qu'une année, ça va se faire gruger de 6 pouces de plus, puis on va l'endurer de même pour 50 ans de plus après. Mais moi, j'ai voulu être un bon citoyen, puis j'ai dit, on va faire ça pendant les règles de l'art, puis on va suivre les règles en cours, puis on va l'améliorer. Payé non pas par le gouvernement qui devrait s'en occuper, payé par nous autres. OK, là, vous devez prendre telle gang, vous devez, surtout une bonne gang, là, les autres sont habitués de faire ça. Puis on les a pris. Ah, OK, ça va coûter pour les plans et devis, puis faire toutes les communications avec le ministère de l'Environnement, ça va coûter maximum 8 000 $. Ouais. 8 000 $, c'est quand même de l'argent. T'as pas une roche de rouler encore. Là. Mais that's the way it is. Oh! Les règles changent en cours de route. Ça fait 1 an qu'on essaye de... Excusez-moi, là. Tu sais, moi, depuis 6 mois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu aider? Puis là, d'abord, j'ai l'air d'un citoyen qui demande la lune. J'ai l'air de quelqu'un de pas gentil. J'ai l'air quasiment d'un criminel parce qu'on veut arranger leur berge qu'ils ont probablement brisé parce qu'il y a des trop gros bateaux qui passent trop souvent. Il y a quelque chose, là. Là, tu as déjà de l'argent de dépenser, toi, là. Ben là, j'ai un premier 8 000 de fait. Mais là, Oui. ils changent les règles. Et là, il n'y a plus rien qui tient. Il faut recommencer, là. Oh, là, c'est plus pareil. Ça n'a pas Il de faut sens. fournir telle affaire. C'est Il insupportable. faut retourner les techniciens sur le terrain. Il faut prendre d'autres données, etc. OK. Là, finalement, on est rendu à 15 000 $. Là. Et il n'y a toujours pas une sacrement de roche encore qui a été touchée. Et hier, on reçoit un avis du ministère de l'Environnement du Québec. Et c'est marqué dans le titre « Compensation pour vos berges de telle affaire ». OK, parfait. Moi et ma blonde, on pense qu'on a une surprise. On pense que le gouvernement va nous donner un chèque de quelques milliers de dollars pour pour saluer, pour nous remercier en tant que bons citoyens, puis nous motiver à faire le projet. Non, ils ont fait une patente de compensation qui est dans les règles. Et là, ils ont fait un calcul et ils nous demandent pour nous remercier de faire le projet de leur berge qu'ils ont scrappé avec le fédéral, pour nous remercier de vouloir les arranger parce qu'on est des bons citoyens, pour nous motiver. Hier, ils nous ont envoyé une facture de 8 000 $. Je ne sais pas où ils vivent, ce monde-là. Donc, moi, hier, j'ai fait ce que peu de citoyens font. J'ai appelé la madame au dossier parce que c'est dur d'y rejoindre, parce que faut que tu rentres dans un système, il n'y a pas d'e-mail. Puis là, j'ai dit, ben écoute, je vais leur répondre, puis je vais leur dire que j'aimerais ça leur parler. Je savais que je leur parlerais, puis que jamais la madame elle me disait, ben moi, je vais l'enlever, votre 8 000 $. J'appelais pas pour ça. J'appelais en tant que citoyen, puis je voulais leur montrer que toute leur patente alentour de l'environnement, puis tout ce qu'on entend, c'est tout de la bullshit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens. Puis moi, ben, je suis rendu à mon maximum de capacité de payer pour un projet que finalement, je ne serais peut-être pas capable de faire, mais dans lequel, parce que là, je suis rendu à 15 000 $. Si tu n'es pas là, ça reste de même. Si je ne paye pas le 8 000, je ne peux Ça. pas le faire. Là. Donc là, vu que j'ai 15 000 $ de mis, ben, ça se peut que je prenne le 15 000 et dire, ben, regarde, fuck, je fais rien. Mais là, j'ai perdu 15 000, mais j'ai rien de fait. Donc là, si je veux avancer et amener une pelle mécanique puis faire le travail, il faut que je donne un 8 000 $ pour avoir la permission de le faire. Alors que ça, on ne m'a jamais parlé qu'il y a un 8 000 qui nous arrivait comme ça, ben, bang, un grand coup d'en face. Non, ce que j'ai fait, et je vous incite à le faire également, c'est que quand il arrive quelque chose de même, appelez donc. Appelez votre député, appelez peu importe qui. D'ailleurs, j'ai décidé que je vais appeler mon député. J'ai un député caquiste dans mon coin. Oui. C'est Mme Guilbeault. Oh! Je vais appeler Mme Guilbeault moi-même. Très bonne idée. Parce que hier, j'ai parlé à Mme Beaulieu, qui était bien correcte, qui est une fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Puis j'ai dit, Mme Beaulieu, j'ai dit, comment vous allez faire pour motiver les gens à faire ce que je fais là? J'ai l'impression que vous pensez que vous faites des règles pour des promoteurs qui ont les poches profondes, qui ont de l'argent puis savoir quoi en faire, ou encore des méga compagnies qui ont une patente de 8 000 $ sans sac. Mais quand vous faites affaire avec du monde, je dis, moi, dans la rue chez nous, là, c'est tout du monde. Il y a du monde âgé, il y a du monde normal. C'est pas du monde riche, là. C'est un ancien chemin privé, c'est des maisons bien ordinaires, c'est du monde.
C'est du monde simple avec des budgets limités, là. Ce qu'il était capable de faire il y a 10 ans avec un 15 000 $ ou un 16 000 avec un gars qui arrivait de paysagement pour protéger les affaires. Aujourd'hui, le même projet avec ce que je viens de vous dire là, 15 000 plus 8 000 plus le projet, c'est des projets de 70 000 $. J'ai dit, mais qui va pouvoir arranger ça? Personne. Personne va pouvoir faire ça. Ça va rester de même. J'ai dit, parlez-vous entre vous autres, vos règles n'ont pas de sens. C'est vous qui devriez me donner 8 000 pour me remercier de le faire. Pas moi qui vous donne 8 000. Donc, est-ce que c'est dans l'inflation, ça? Est-ce que c'est calculé dans l'inflation, ça? Ça, c'est pas calculé dans les pommes de salade puis dans OK, le gaz. l'abus du gouvernement dans toutes ces affaires. Non. Parce que le 8 000 que je vais mettre là, si je le mets pas ailleurs. Là, il y a quelque chose qui vient de sauter. Là. Il y a un bout de patio qui vient de sauter. Il y a un bout de pavé uni qui vient de sauter. Il y a un bout de pelouse. Je vais mettre de la pelouse avec de la graine. Il y a un vendeur de pelouse quelque part qui n'aura pas une scène. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que oui, les grandes chaînes puis les entreprises abusent, mais le plus grand, celui qui nous agresse le plus, c'est lui qui veut enquêter l'épicerie. Oui. C'est le gouvernement. C'est je ne ça. sais pas si c'est le fédéral ou le provincial, là, mais peu importe, c'est toute la même chose. Ville, C'est la même gamme, province, exactement. fédéral, c'est tous des crosseurs qui vont aller essayer d'enquêter des crosseurs. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous autres dans le milieu de ça? Absolument rien. Le brocoli ne baissera pas. Le prix d'aménagement de votre patente chose ne baissera pas non plus. Si vous avez à changer votre toiture, ce qui coûtait 3 000 puis qui coûtait avant la COVID 5 000 est rendu à 12 000, ne baissera pas à 5 000. Donc, c'est tout de la parure, c'est tout de la marde. On est dans la bullshit mur à mur. Il n'y a rien qui va rebaisser. Il n'y a rien qui va baisser. J'ai dit une petite affaire vite pour toi. Ben oui. On reste dans le fédéral. Est-ce que tu connais le projet de loi C-18? Capoté, cette histoire-là. Là. En ce moment, le Parlement au Canada... Ça, c'est l'histoire d'Internet? Exactement ça. Et Facebook? Donc, c'est ça. C'est une étude présentement. Ce qu'ils veulent faire en réalité, là, ils veulent forcer les grands noms. Par exemple, Facebook, Google, ça gagne là. Spotify. Ils veulent les forcer à verser une genre de redevance aux médias canadiens qui mettent du stock sur leur plateforme. Ils ont pas... Mais c'est parce que ça, ils n'ont pas saisi. Là. Ouais. Puis là, attends un peu, juste finir. Là, Facebook a levé à la main. Ben oui. Là, Facebook a levé à la main. Meta, là, c'est Meta. Ils ont levé à la main. Ils ont dit, ben là, si vous ne revoyez pas, il faut se rasseoir et regarder vos affaires. Mais parce que nous autres, on ne donnera pas une scène. Mais c'est pas rien que ça qu'ils ont dit. Ils ont dit Et on va couper la patente. Exact, comme ils ont fait en Australie. Ils ont dit, à partir de maintenant, quand on va décider, oui. Il n'y a plus un média québécois et canadien qui va pouvoir mettre des textes sur Facebook. On va bannir vos médias. Ah, mais là, ils passent tout par là. Oui, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Je veux dire, Facebook ne fait rien avec eux autres. Quand eux autres mettent un article, le Journal de Montréal met un article. Il met un article. Met un article dans sa page, ça se ramasse ou encore sur Twitter, peu importe. Vous cliquez sur le lien de l'article, vous voyez les commanditaires du Journal de Montréal. Et voilà. Vous voyez les commanditaires qu'eux veulent que vous voyez grâce à leur ad server dans lequel ils sont branchés. Donc, les revenus, c'est des revenus qui sont encaissés par le Journal de Montréal. Il y a 0 revenu encaissé par Facebook. Et si jamais... Et s'ils coupent ça? Si jamais tu vas plus mettre ton texte sur Facebook et que 25 % de tes clics proviennent de Facebook, bien, les gens qui sont sur Facebook ne retourneront pas dans le site du Journal de Montréal. Ils ont leurs habitudes sur Facebook. Ils vont aller cliquer sur d'autres choses. Exactement. Ils vont trouver quelque chose d'autre. Ils vont trouver une patente qui s'appelle les nouvelles du jour qu'on ne connaît pas. Puis ça va être des copies de... Puis ils vont s'abreuver avec ça. Ils vont être bien corrects. Mais c'est une méconnaissance de comment Google et Facebook fonctionnent. C'est une méconnaissance. Et moi, j'ai déjà assisté à des réunions avec des patrons de journaux québécois sur la publicité puis les réseaux sociaux. Excuse-moi, là, c'est des dummies technologiques. Là. Les gens qui sont dans le milieu des médias et ne comprennent absolument rien à comment fonctionnent les médias sociaux. Je vous le dis, si demain matin, Facebook décide que c'est terminé pour le Journal de Montréal de mettre des articles du Journal de Montréal, Facebook ne perd rien. Il ne perdra pas une scène.
Le perdant, c'est le Journal de Montréal. Je savais pas qu'ils l'avaient fait ailleurs dans le monde. Ils l'ont fait en Australie. OK. Ils ont dit, là, si vous ne comprenez pas, on va le faire comprendre. Si vous voulez qu'on paye votre média, alors que c'est le média lui-même qui met les articles, oui. Ben, je veux dire, nous, on le mettra juste pas, là. Et le 25 de gens qui regardent tes articles, qui cliquent dessus, qui voient la pub que le Journal de Montréal a vendu, eh bien là, comme par hasard, ils sont plus là. Et le perdant, ça va être qui en bout de ligne? Pas Facebook, mais le Journal de Montréal. Je serais surpris de voir le trafic qui vient de Facebook, qui s'envoie sur le journal. Oui. Hey, on s'en va Yes. pour... Je ne veux pas te presser, là, mais tu sais bien qu'on est sur une cédule. Ah, je sais qu'on est sur une cédule. C'est... il faut dire qu'on a eu un petit pépin technique ce matin. C'est pour ça que ça nous a retardé. Anyway, on fait ça. Régent est stand-by. On a notre débat plus tard avec Jonathan, Hamel et Alex sur le futur du Parti conservateur du Québec, à savoir quelle branche ils doivent prendre, identitaire ou non. Bon, moi, regarde, mon lit est fait, mais ce sera à vous de décider après ce débat-là. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry, Mr. White. Régent s'en vient. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. En ce mardi, mardi veut dire quoi? Ça veut dire également la visite de notre ami Régent Tremblay. On a plein d'affaires à jaser avec Régent, puis je suis content parce que dans ces sujets, il y a un gars que j'adore, puis il y a quelque chose que j'ai vu hier. On parle, entre autres, de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, oui, pourquoi pas? La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, comment est-ce qu'il va, mon ami Régent? Hey, moi, la sauce, je veux y goûter. Oui, ça, là, je te l'amène en Floride, c'est sûr. Je vais t'amener aussi les épices à mettre un peu partout, entre autres Mardi Gras, qui sont des épices cajun extraordinaires. Hey, Reg, hier, J'ai écouté le vidéo de Jacques Villeneuve qui roule à l'âge de 50 ans la voiture Alpine, qui est la voiture... qui est à peu près l'équivalent. Oui, c'est ça. C'est la voiture Renault. C'est une autre époque complètement. La technologie... 92. Oui, c'est ça. Donc là, on a la voiture d'aujourd'hui. En fait, c'est la voiture de l'année passée. On a une voiture qui est extrêmement rapide, donc beaucoup plus rapide encore que les voitures de 1996-97, dans lesquelles Jacques a été promu champion du monde. Donc là, on a la voiture de Ocon, le gars qui est chez Alpine avec Alonso. Et je pense qu'il fait 8 dixièmes de seconde, hein? Oui, bien, faut dire une affaire sur Ocon. Il a fait quelques tours seulement. Il a juste préparé la voiture parce que le temps de référence de 3 jours avant où était le Grand Prix de Monza, c'est à peu près 1,20 pour la qualif. En course, aux alentours de 1,23, c'est ça, à peu près 1,23. Et Jacques et Ocon ont fait avec 0,9 de différence. Ils ont fait aux alentours de 1,26, 1,27. Donc, c'est des voitures qui n'étaient pas faites pour qu'ils soient poussés à fond. Mais on voit quand même qu'en quelques tours, Jacques Villeneuve, qui n'a pas roulé dans une voiture pendant 25 ans, d'une technologie qui est complètement différente de ce qu'il a roulé à l'époque, eh bien, Jacques est quand même capable d'accoter rapidement le temps de Ocon, qui est un pilote moderne, donc, de ces voitures-là. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ah non, mais Jacques Villeneuve, là, n'oublie jamais qu'il a fait des courses NASCAR en pick-up. Oui. Ah non, mais tu sais, je veux dire, il a fait du NASCAR, il a fait du prototype. Je veux dire, on parlait de, tu sais, son père était un génie de la mécanique, là. Donne-lui un volant, puis il va faire marcher ça. Ils ont donné un hélico, il n'a pas suivi de cours, puis il est parti avec. Tu vois le genre? Oui. Mais Jacques, là, donne-lui un volant, puis 4 roues, puis là, je dis 4 roues, je serais pas surpris de le voir sur une moto. Mais, je veux dire, je l'ai vécu, j'étais avec. C'est un talent, là. Puis, une des phrases il y a des phrases que tu oublies jamais. Christian Konzen, si tu vas, là, de 96-97, il était le grand patron de Renault Sport. Et il y avait eu un petit 5 à 7, ça fait chic, là, à Paris, puis j'avais été invité. Et donc, et il m'avait dit, la seule chose qui m'inquiète chez Jacques, ça, il m'avait dit ça avant qu'il soit champion du monde.
quand c'était Renault qui était qui fournissait le moteur, il dit il n'a pas peur de la mort. Je n'aime pas ça chez un pilote. Ouais. Ayrton Senna n'avait pas peur de la mort, puis il est mort. Oui. Puis il dit, ouais, mais j'ai dit, Jacques, pourtant, il est cérébral. Puis il dit, non, pas en course. Ben, Il dit, je sais pas si il tu te m'avait rappelles. parlé, il m'avait dit, tu sais, la grande courbe, c'est la même encore à Interlagos. Tu sais, à Interlagos, il tourne dans le sens contraire des autres Grands Prix. Oui. Et il y a une grande courbe, là, il y a la parabolique. Là. Oui. Et il dit, Jacques, à l'époque, là, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font ça, mais il dit, il est le seul. Il dit, on l'a par les télémétries, il lève jamais le pied. Ben, rappelle-toi, quand il est avec une voiture beaucoup plus capricieuse, qui avait été mal née, puis qui est devenue Mercedes aujourd'hui, il ne faut pas leur enlever, là, mais Barre était une voiture, bon, on avait beaucoup de... Monsieur c'est une ancienne Tyrrell. Exact. Mais tu sais que c'est quand même bien... Il y avait beaucoup d'argent en arrière, il y avait un designer extraordinaire qui était... c'était-tu Adrian? Pas Adrian Newey, c'était le docteur... Oui, c'est Adrian Newey qui était allé chercher chez McLaren. OK. Donc, il avait designé la voiture, mais la voiture n'était pas parfaite. Et l'année avec Ricardo Zonta, Jacques avait décidé quand même... Bien, en fait, dans cette époque-là, c'était très difficile de le faire, mais avec une voiture qui était loin d'être une voiture des plus performantes du lot, avait fait au rouge. Et il n'avait pas lâché le gaz. Il avait clenché au rouge en Belgique. À Spa. Oui, exact. Puis ça n'a pas bien fini, mais je veux dire, il savait probablement que ça allait mal finir avec la voiture qu'il avait là. Mais pour lui, c'était, regarde, il avait commencé à le faire avec Renault, de dire, regarde, quand j'arrive ici, un des premiers à l'avoir fait d'ailleurs à Eau-Rouge, c'est Jacques Villeneuve, il dit, maintenant que je l'ai faite, c'est pas vrai que je vais reculer, puis je sais que cette voiture-là peut-être ne peut pas le faire, mais je le fais pareil. Et il s'est ramassé, puis c'est une place où tu peux te tuer, là, carrément. Là. C'est la preuve de ce que tu dis. C'est un gars qui n'a pas peur de mourir 0-0-0. Là. Non, c'était... Puis c'est pour ça que j'ai trouvé très injuste la perception que les gens ont. Tu sais, les Québécois sont romantiques. Hein? Gilles, c'était... Ah, lui, il courait parce qu'il aimait ça. Ce que c'est que Jacques fait, tu penses, à 50 ans? Ben oui. Voyons donc. Tu sais, j'ai connu Gilles, puis j'ai connu Jacques. Puis, sais-tu quoi? Si Dieu me prête vie, moi, connaître voir si un de ses 5 enfants fait de la course. Mais ce que je veux dire, c'est... Je me dis, j'étais là. J'étais tout le temps là. Oui. Il n'y a pas... Tu veux dire, le cérébral, puis pourtant, Dieu sait qu'il y avait du chien, c'était Schumacher. Celui qui roulait avec les tripes constamment. D'ailleurs, Villeneuve, là, c'est parce qu'il a fait des choses de tripes qu'il s'est retrouvé à Jerez obligé de finir devant Schumacher. Rappelle-toi, il avait traité la FIA de dangereuse, puis qui est arriérée, puis ils ont fait traverser l'Atlantique. T'es allé à Paris, tu sais quoi? Aller à Paris, aller-retour dans la même journée. Ben, c'est l'enfer, ça. Ça, cette bout-là, c'est l'enfer. Tu sais, le mercredi avant la course à Montréal. Oui. Il a pris l'avion le matin avec un jet privé, traversé à Paris, il est allé s'excuser, Juste ce qu'il a fait cette année, de retourner à Daytona pour l'ouverture de la saison avec une voiture, puis de finir la course avec cette voiture-là. Puis le ranking, en tout cas, c'est impressionnant, on va dire de quoi. Pour un gars de son âge, à des vitesses incroyables, dans des conditions difficiles, il n'y a rien qui arrête ce gars-là. Puis tu as raison. Comment on l'a traité, puis comment on le traite encore en passant, parce que... à cause de son accent. C'est aussi ses opinions. C'est un gars qui n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, puis ça ne lui dérange pas de faire de la peine à du monde. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Ben non, mais quand tu te fais trop, tu te ramasses sur Internet. Ben oui, regarde. Non, mais c'est ça. Je ne suis pas gêné de ça, par exemple, je dois te dire, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, tu te fais tasser, exact. Tu te fais tasser des places. Tu sais, c'est... dans le cas de Jacques, tu sais, en fin de semaine, on se paye des trips des fois. Toi, à radio, je suis sûr qu'il y a des émissions que tu fais, des segments, que tu te fais plaisir à toi avant même de faire plaisir aux gens. Moi, en fin de semaine, j'ai fait 2 longs reportages. Là. Je veux dire, sérieux, je travaillais pas là, cette semaine-là. C'est une autre semaine que c'était de même. Tu sais, j'ai fait le basket avec Michael Fortier puis France-Marguerite Bélanger.
Puis j'ai fait de la boxe avec le combat qu'il y a eu le samedi à Londres, qui était époustouflant. Puis en fin de semaine, à Austin, ça faisait 25 ans. Le plaisir que j'ai eu d'aller à la Bibliothèque nationale numérique, de retrouver les textes. J'avais oublié qu'il avait été malade comme un chien le vendredi. Ouais. Il y avait un rhume épouvantable. Puis il ne voulait pas prendre de médicaments à cause des tests antidopage. Ouais. Fait il buvait de l'eau. Puis en revisant tous ces textes-là dans la saison, c'est pour préparer les textes de samedi et dimanche, je me suis tapé les textes de la presse que j'ai écrits. Fait que, tu sais, j'étais là en Argentine. Mais en Argentine, lui, il était allé à Bahia. Puis à Bahia, moi, j'avais été malade, mais j'avais été malade au Brésil. Au moins. J'avais pas traîné ça en Argentine. Puis le dimanche, je peux t'annoncer, moi, que quand il a sorti de sa voiture, il a gagné, by the way, mais tu sais, il a gagné avec une diarrhée tellement épouvantable. J'arrête là parce qu'on se rapproche de midi, là. Ouais. Mais il n'est pas arrêté aux toilettes en roulant. Il y avait des culottes, là. Il y avait une couche. Ben oui. Tu sais, puis... Mais, c'est... Comment tu... Puis il y avait 24-25 ans. Alors, regarde les photos de l'époque. Puis quand Eddie Irvine a fait un cave de lui, là, le dimanche matin, aux essais. Oui, parce qu'il y avait des essais en ce temps-là, le jour de la course. Le jour de la course, le dimanche matin, il est sorti. Puis il est allé... je pense qu'on a passé la photo dans le journal. Il s'est penché sur Eddie Irvine, puis il y a une maudite platée de bêtises avec l'accent irlandais pour être sûr que Irvine comprendrait. Il a dit « T'étais un con ». Ouais. Tu sais, aujourd'hui, dans le politiquement correct, Oublie ça. un joueur de hockey, avant de se battre, ils sont obligés de s'excuser avant. Oui. J'espère que ta mère pleurera pas. Oui. Puis, en tout cas. Ah non, c'est l'enfer. C'est comme ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, là. Jacques qui trippe bien raide. Non, je ne l'ai pas vu, moi. Ah non, ça, je vais te l'envoyer après-midi. Envoie-moi la. Je vais t'envoyer ça parce qu'il explique tout comment ça se passe, puis il raconte comment les voitures sont J'ai dit 92, hein? C'était une 2012, je pense. La voiture qui roule? Non, c'est la voiture, c'est la 2021, c'est celle de l'année passée. La 21. Ouais. C'est celle de l'année passée avec laquelle Ocon a remporté un Grand Prix. C'est la même voiture qui roule. Même voiture. Ah oui, c'est une des... Mais pour te dire la différence, là, puis ça fait pas si longtemps que ça, mais la Grande Guerre, à l'époque, on accusait Ferrari. Puis, tu sais comment ça se passait, là? Ferrari trichait. Les autres, ils l'avaient, l'ABS. Puis c'était interdit dans ce temps-là. Oui. Parce que qui dit ABS dit Traction Control. Oui. Ça veut dire que ça dérapait pas dans les sorties de virage. Puis le grand boss, le boss de Conzen, là, tu étais rendu haut en mot, t'as dit dans la hiérarchie, il m'avait pris par la main. Puis en Hongrie, le départ, juste après le départ, t'as un gros virage à droite, comme une espèce de petite descente. Je ne sais pas si à la TV, la descente paraît vraiment, là, mais il y a une descente là-dedans avec une espèce de S. Mais il m'avait pris par la main. Après 10 minutes de course, puis il m'avait dit « Régent, venez avec moi ». Et là, je l'avais suivi. Puis il dit « Écoutez ». Tu sais, le « pop. Ouais. Ah, ça veut dire, penses-tu que si le boss de Renault, lui, amenait un journaliste pour lui faire écouter le pop de l'antitraction, ouais. Traction Control, penses-tu que la FIA ne le savait pas? Ben voyons donc. Mais il voulait Ferrari cette année-là. Oui, c'est ça. Il voulait Michael avec Ferrari. C'est ça. Il voulait Michael avec Ferrari. Puis puis Jacques n'a jamais été... puis là, je sais qu'il est encore là. Je sais qu'il est commentateur. Il n'a jamais été politiquement correct. Il n'a jamais été... C'est ça. Il n'a jamais joué la game parce que, bon, le wokisme, là, les premiers balbutiements de ça, c'est pas arrivé hier. Là. C'est arrivé... Ça a commencé il y a un bout. Donc, on voulait que tout le monde soit beau, tout le monde soit fin, ferme ta boîte, puis... Tu vas te dire comment est-ce qu'il était? Je vais te donner un petit exemple de rien. On n'a pas fait un plat dans le... D'abord, il s'habillait comme la chienne à Jacques. Oui, lui, ça porte bien son nom. En F1, là. Oui, en F1, les gars, là, ils sont payés des centaines de milliers de dollars pour porter les culottes Chanel, puis les Louis Vuitton, puis je sais pas quoi. Puis du boss quand t'es allemand. Voyons donc, un pilote allemand ne peut pas porter autre chose que des vêtements boss. Lui, il avait des jeans trop grands, tout croche.
Puis en plus, le moteur, c'était un Renault, c'était une Williams. C'est qu'il y avait dans la vie de tous les jours, il y avait une Audi A8. Ouais. Ah, une grosse berline. Puis là, il demandait, mais t'es-tu fou, là? Pourquoi une Audi A8? Parce que c'est la meilleure. Ouais. Pas compliqué, hein? Pas compliqué, hein? Ben non. Fait que, c'était ça. Puis il est encore de même aujourd'hui, tu sais. Hier, il est allé dire que Lance Stroll connaît un bon week-end. Malheureusement, ça a mal fini parce que dans Straight, après, il était monté troisième. Il a comme tassé un peu dans Straight. Puis, mais pas gros. En toi puis moi, c'est pas majeur. J'ai trouvé, regarde, sérieux, j'ai trouvé que Jacques est allé un peu fort. Là. Mais c'est correct. T'sais, lui, il est là parce qu'il veut brasser des affaires. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est Alonso qui a été trop serré. Dans les règles, Stroll ne pouvait pas faire ce qu'il fallait, mais comme tu l'as dit, il l'a pas fait bien. On a vu des affaires pires que ça dans l'histoire de la F1, puis on a vu même cette année pire que ça. Mais Jacques est arrivé et dit la F1 devrait pénaliser Stroll. Je le sais qu'il y a une histoire entre le bonhomme puis Jacques, là, puis que là, c'est un payback, mais c'est pas grave. C'est que ça montre que Jacques, il a peur de rien. C'est ça que ça montre. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Regarde, puis, by the way, la FIA a dû l'écouter. C'est sûr. C'est clair. Oui, c'est clair que oui. Écoute, lui et la FIA, c'est une très, très bonne relation. Mais regarde, tu vas voir cette vidéo-là, tu vas capoter parce que tu vas voir d'abord qu'il est humble. Il est juste content de l'opportunité qu'il a. Il est content de découvrir ces voitures-là. Puis une des choses, puis je sais que hier, moi, je l'ai mis sur mon Twitter privé aux membres de Radio Pirate, puis tout le monde a commenté là-dessus pas mal. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup d'amateurs de F1, puis tout le monde était content de voir Jacques. Puis tout le monde capotait de voir comment il est à l'aise rapidement dans une voiture qui va extrêmement vite. Tu vois comment c'est un naturel. Mais, tu sais, ce qui est trippant, c'est qu'on le sait qu'à chaque fois qu'il essaie quelque chose, c'est toujours extraordinaire. Pendant la COVID, alors que le sport était arrêté et que la F1 avait organisé des courses virtuelles, donc avec des simulateurs, on avait tous les gros pilotes d'aujourd'hui, Lando Norris, Jenson Button, Jenson est retraité, mais Jenson Button est un peu plus jeune que Jacques. Tu avais plusieurs pilotes actuels de F1 qui étaient là-dedans. Les gars, eux autres, ils avaient tous leurs simulateurs à la maison, dans leur condo, dans leur maison, dans leur sous-sol. Et il y avait toute la coque de la F1, le volant, les pédales. Puis là, ils partent une vraie course virtuelle. C'est écœurant comment c'est pareil. Mais ils sont tous chez eux. Hein, et là, à un moment donné, tu as Jacques Villeneuve qui est en train de dépasser Jenson Button dans une place bien difficile. Puis là, on voit avec les caméras où ils sont. Les autres ont toutes comme des simili F1 dans leur maison, mais il y a un gars avec une manette d'un jeu, une manette à 20$. Il n'y a pas de volant. Il y a juste une manette de jeu ordinaire. Et c'est Villeneuve qui est en train de faire des miracles avec cette manette-là pour essayer de se battre avec les gars qui sont équipés avec des kits à 25 000$. Ouais, c'est malade. Mais moi, je pense que ça montre pas mal comment est Jacques. Puis, regarde, on s'ennuie de lui. On s'ennuie d'entendre de ce genre d'athlète-là qui a des affaires à dire et qui veut brosser la place un peu. Puis, c'est une petite anecdote que les gens ne connaissent pas. À un moment donné, Jacques s'est toujours défini québécois. D'ailleurs, lui, il dit qu'il parle 4 langues. Il parle français, québécois, anglais, puis italien. Oui, OK, donc il y a 4 langues. Oui. Puis, le québécois, là, c'est évidemment qu'on en profitait. Quand il voyait arriver le cours, moi, puis Torto, c'était un faux français. Et Jacques se mettait à parler, mais il remplirait. Mais tu sais comment ils sont, les autres Français, là, les gars de l'équipe, puis du Parisien, puis de TF1, ils ne comprenaient pas un mot. De ce que Jacques disait en québécois, c'est incroyable. Hein? Ah non, puis il passait d'un à l'autre avec une facilité déconcertante. Mais ce que je voulais dire comme histoire, Huberdeau, c'est pas loin de Saint-Sauveur, pour les gens qui veulent... Mais c'est un petit village, là. Hey, c'est cru, Huberdeau. Moi, d'après moi, Falardeau est plus gros qu'Huberdeau. Fait que ça, c'est la définition suprême, là. Quoique Falardeau, c'est le premier village que tu rencontres au nord de Moscou. C'est pas pire. Arrête. Mais à un moment donné, il se promène là. Il voit un terrain avec un petit monticule, puis une ferme, puis... Tu sais, honnêtement, rien de... Il débarque, il va voir le monsieur. Il dit, c'est gentil si c'est beau. Ben là, ouais. Et puis le gars, il dit, c'est-tu avant? Le gars, il dit non. Ben, il dit, pour 1 million. Et le gars, il dit oui. Il a acheté.
Il a tout aménagé ça. Il a fait monter, grossir la butte pour pouvoir faire du ski là-dessus. Après ça, il a vendu ça à perte. Ouais, ça, c'est lui, ça. Hein? Ça, c'est Jacques. Puis là, il est parti sur un coup de tête parce que quand c'est arrivé cette affaire-là, c'est quand il a parlé, entre autres, du système d'éducation, puis il a parlé qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas rien dire, il a décidé de prendre ses claques, sacré son gars. Il a vendu le restaurant, il a perdu 2 millions, puis il est parti. Incroyable. Incroyable. Hey, je veux que tu me parles de ton texte parce que je l'ai lu le lendemain qu'on a parlé mardi passé. Puis je savais que tu travaillais dessus parce que tu avais eu des téléphones. Tu disais, je travaille sur quelque chose pour le match de la NBA qui avait eu lieu le vendredi d'avant. Puis ce que je comprends dans ton article, c'est que le Canadien, puis tu sais, contrairement au baseball, le baseball, il faut que tu bâtisses un stade. Si tu veux avoir une équipe de la NFL, il faut que tu bâtisses un autre stade. Ben, si tu pars à 600-700 millions. C'est ça. Puis 600-700 millions, je te dirais que c'est rendu pas mal plus proche du milliard que du 600-700. Ouais, c'est rendu une enfer. Donc là, par contre, si tu veux amener une équipe de la NBA, qui est très dispendieuse, que les billets ne sont pas donnés, c'est une game qui se brasse beaucoup de sous. Mais tu as quand même le building. Tu n'as pas un building à lever, tu as le building. Et je n'avais pas fait le lien que pour les propriétaires du building, qui sont les mêmes propriétaires que du CH, bien, eux autres, une équipe de la NBA, en plus du Canadien et en plus des shows, tu t'assures quasiment que ton building est occupé 250 jours par année. Là, là tu montes pas loin de 300. Pas loin de 300, hein? La mine d'or, c'est bien plus ça que le Canadien, by the way. Mais... en même temps, le Canadien, il y avait une chose à régler avec Jeff Molson. Jeff Molson voit ça comme une compétition pour le dollar. C'est le dollar loisir. Oui, je comprends. Et donc, l'avantage de louer, lui, il se disait, ben là, je devrais tout mettre ça au conditionnel, mais il n'était pas en tout. Mais la donne a changé beaucoup. France-Margaret Bélanger, c'est elle, la présidente du groupe CH maintenant. Tu vas me dire que c'est Jeff qui mène parce qu'il est propriétaire, mais je peux te dire qu'elle en emmène large, pas pour rire. Et elle a tout de suite compris l'incroyable synergie que ça peut faire. Là, imagine-toi que, tu sais, ils sont pas obligés d'être propriétaires d'un club de la NBA, c'est pas eux autres, mais pour avoir même y pensé, puis y espérer, il faut que le Canadien soit dans la gang. Oui. Tu sais, mettons... Ils ne sont pas obligés d'être propriétaires à 100 Ils ne sont pas obligés d'être propriétaires à 100 mais ils peuvent avoir un 20-25 dans la gang. 10 ou 20 oui. Tu sais, 20 c'est que ça représente quand même, mettons, c'est 2 milliards minimum. Ouais, 400 millions. C'est de l'argent. Ça fait 400 millions. Mais tu sais, mais c'est le fait qu'avec le Canadien, ça veut dire que tu stabilises tous les gens que tu vas rencontrer, le commissaire. Ça veut dire que tu arrives là, t'es Adam Silver, tu arrives là avec le building, c'est réglé, ils sont partenaires, ils sont associés, ils ont de la crédibilité. Pas sur la patinoire, mais ils ont de la crédibilité comme organisation. Mais quand tu dis que la donne a changé, sais-tu qu'ils ont vu que la crowd est différente, que finalement, c'est pas tout pareil? Ça n'est pas la même piastre. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Il y a une piastre qui est un peu plus âgée. Il y a une piastre qui est plus blanche. Il y a une piastre qui est plus traditionnelle. Dans le fond, c'est blanc plus haïtien, beaucoup. Alors que la crowd qu'il y avait ce vendredi, là, on va dire de quoi c'est bigarré et c'est mélangé. Hein? Ouais. C'est le Montréal multiculturaliste. Oui. Puis multiculturel. Puis il y en a de l'argent, il y en a de l'argent à Montréal. Tu sais, des petites business, puis des business d'Internet, puis je parle pas du reste, là, les autres business, bien payantes, celle-là n'est pas très taxée. Il y a vraiment, il y a le cash traditionnel, puis il y a tout cet autre cash-là qui n'est pas nécessairement de clientèle du Canadien. Non, moi, je suis d'accord avec ça que c'est pas... puis je sais que Jerry, c'est plus un maniaque de basket. Mais moi, j'imagine un gars comme Bénédicte Mathurin qui joue présentement pour les Pacers, parce que lui, c'est une recrue. Là. Il a été repêché cette année. C'est un flow. Là. Il vient d'avoir 20 ans. Là. J'ai écouté la game hier contre Philadelphie. Très bonne game. Ils ont perdu, par exemple. Hein? Non, ils ont perdu, sauf que j'ai écouté les 2 autres games avant aussi.
Ouais. Le gars est extraordinaire. Arrête. C'est un shooting guard. Non, il y a Le gars- 26-27 points là, à date. Là. Non, le gars, c'est une machine. Le gars, c'est une machine. 6 et 7, 200 livres. Il vient d'avoir 20 ans. Le gars était... Ça veut dire, il va prendre un peu de poids, là, il va finir à 6 pieds 8. Un gars de Montréal, ce gars-là, là, il pourrait être... Si tu mets ça, ce gars-là, dans une équipe de basket à Montréal, là, ça serait incroyable. Puis, regarde, là, moi, là, je regarde où les médias traditionnels mettent l'argent. Stéphane Cadorette est allé à Indianapolis. Tu sais, puis il l'a rencontré. La presse a envoyé Catherine Harvey-Pinard. Elle était là dimanche, elle. Tu sais, quand tu commences à envoyer des journalistes à Indianapolis pour rencontrer un jeune Québécois, ben ça veut dire, tu ne l'envoies pas nécessairement pour rencontrer à Nouvelle-Écosse le gars de 3e trio là, de la Ligue junior majeure, tu comprends? Ça veut dire que faut parler business, c'est un retour sur l'investissement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont lu le texte puis qui s'intéressent à ça. Puis toi, tu l'as trouvé hier, je ne sais pas sur quel réseau qui était. Oui, Oui, c'est un réseau. C'est un réseau. Un réseau russe. Un réseau quelque part. Un réseau quelque part. Un réseau russe. Ça parlait en russe pendant le match. Reg, le temps passe vite. Je change de sujet parce que je veux t'entendre là-dessus parce que j'aime pas toute... Ouais, c'est ça. J'aime pas toute l'hypocrisie alentour de cette patente-là. Là. Hier, la conférence de presse où Kerry, puis regarde, Kerry a l'air bien. Ça, l'important, c'est ça, je pense, là, avant tout. Là, non, mais regarde, excusez-moi, là, il parle au monde. Oui. Ça veut dire qu'il était à la retraite. Ça veut dire qu'il est à la retraite, puis il se passe quelque chose dans sa tête où il est très à l'aise. Mais là, on comprend l'histoire. Pour des histoires de cap salarial, après ça, faut des histoires... Faut qu'il fasse croire. Ben oui. Qu'il espère guérir. Ben oui, mais ça, là... Bon, j'ai parlé un matin, là. J'ai commencé ça. Hier, pogner les chirurgiens, c'est compliqué au Québec, hein? Oui. Donc... Pourtant, ils ne sont pas dans la salle d'opération, ils ne peuvent pas opérer. Ben oui, c'est ça. Donc, à 7h08, je dis précisément l'heure parce que il arrivait déjà à l'hôpital, puis je pense qu'ils ont un bonus s'il arrive à 7h. Alain Sirkovitch, celui qui m'a remplacé les 2 genoux puis la hanche, et qui est rendu grand boss de toute la chirurgie là, verte d'un puis la salle. Lui, l'opération dont on parle, là, j'ai pas le nom devant moi, j'ai pas l'article, là, mais c'est une autogreffe ostéo. Ça, c'est pour Price, ça? Ouais. Okay. C'est de ça qu'il y a une greffe là-dedans. Là. Il y a une autogreffe ostéo quelque chose. OK. Ce qu'il me dit, lui, faut que le patient soit jeune. Ils font une espèce de carotte qu'ils vont chercher dans une partie du genou qui sert moins souvent. Est-ce que 35 ans, c'est jeune? Oui, c'est jeune. OK. Donc, ça pourrait marcher, ça. Mais là, il se dit, avec ça, et ça marche entre 30 et 50 du temps, oui. Tu peux donner que le gars va marcher. Il peut marcher avec ses enfants, mais aller gauler. Alors, aller gauler, oublie ça, là. Alors. Oublie ça. Fait que là, j'ai fait ce qu'un bon journal. J'ai appelé Louis-René Bélanger de Chicoutimi. Qu'est-ce qu'il fait, Louis-René Bélanger? Il est orthopédiste. Ça fait 30 ans qu'il fait des genoux. Fait que je peux te dire que c'est lui qui a fait les genoux de mon frère. Ça veut dire, t'as l'exemple parfait qu'un genou peut être solide. 300 livres, puis pas trop de... Fait que c'est lui qui a fait... Lui, des genoux, ça fait 30 ans qu'il fait ça. C'est l'autogreffe ostéochondrale. C'est exactement le mot. Qui consiste à greffer des morceaux d'os et de cartilage prélevés dans une partie saine du genou du patient. Wow! Non, c'est une grosse patente. Ouais, bonne chance. Fait que lui, Louis-René, il se dit, sais-tu quoi? Il dit, je la fais même pas, cette opération-là. Le taux de réussite est trop faible. Ouais, c'est ça. Puis comme, mettons, sur un patient de 70 ans qui est bien usé, oublie ça. Tu fais pas ça, là. Mais non, ça donne rien. Puis sur un jeune, peut-être, mais il dit... Puis il m'a conté des histoires de genoux, évidemment, là. Mais lui, il dit, c'est une opération... C'est trop risqué. Ça vaut pas la peine. Puis il dit, avec un gardien de but, la pression puis l'exigence qui va être sur la pièce autogreffée, ben, voyons donc. Bon. Le journal vont l'appeler après-midi à 1h30, là, puis tu liras ça demain en détail. Ouais.
OK. Non, mais c'est parce que on le sait tout, là. Là, ça, c'est des Non, détails mais- précis, mais je veux dire, c'est comme. On est comme impliqué. Ils nous impliquent comme dans une histoire pour faire croire. C'est quasiment malaisant, l'histoire. Là. On Alors, le sait, la vraie patente. Le gars, c'est fini. La carrière est finie. La seule affaire pourquoi on a un cirque de même alentour de 4 ça. ans pour que les assurances vont payer. pendant 4 ans. Voilà. Puis surtout aussi le cap salarial, parce que si demain matin, il n'y a rien qui passe, on est obligé de mettre une partie de son salaire sur. Là, on est obligé de domper un gars. Là. On est obligé d'envoyer Hoffman quelque part. On est obligé Alors d'envoyer. que- oui. Alors que là, on sait qu'il y en a 1 an de repos. Oui. Puis après 1 an, là, ils vont avoir pendant 1 an des examens pour savoir s'ils font une opération. Puis moi, je pense qu'il n'y aura pas d'opération. Puis Non, il il n'y aura jouera pas plus. Il n'y aura pas de. Non, c'est ça. Là, c'est Non, correct. mais de toute façon, là, il sourit puis il parle au monde. Oui. Ça veut dire que s'il revient au jeu, une fois que tu as commencé à parler au monde, ça devient embêtant de dire. Là, je parle plus. Ouais. Oui, là, il a vraiment l'air d'un gars heureux. On dirait une transformation incroyable pour Kerry. Il y a quelque chose. Il a dit anyway, je suis de bonne humeur. J'ai ma famille, mes enfants et ma femme. Donc, moi, Non, c'est ça de même. non, Mais non. d'après moi, connaissant, Non. Julie aurait dit hey, Régent Tremblay, prochaine fois que tu fais une affaire de même, c'est moi en premier, ça, c'est clair. Et je connais un noir en arrière, là-bas, la MC Poubelle aurait dit la même chose. Elle dit moi, ça, je suis en dernier. Mais lui, il a nommé en dernier. Il a comme eu un genre de 3 petits points avant de nommer Angela. Ben, ne parlons pas d'Angela, ça allait très bien. On va se ramasser. On va se ramasser avec occupation. En tout cas, le Canadien, regarde, 3 victoires, 3 défaites, je ne sais pas. À part le match contre Dallas, où vraiment, il n'était pas de taille, là, parce que Dallas, c'est un bon club, quoi qu'ils ont perdu hier contre Ottawa, mais le reste, Oh, mais so Ottawa far, va so être un good. bon club, là. Oui, je pense que oui. Notre chum Les dit qu'ils n'ont pas de défensive, mais un des plus grands amateurs des sénateurs, qui est notre chum Denis de Beautiful, me dit hier, après le match, il dit tu diras à l'Est qu'ils ont donné 6 buts seulement en 3 games. Donc, la défensive, qui est supposément so-so parce qu'ils ont beaucoup de défenseurs offensifs, est quand même capable de faire la job, mais ils sont surtout très explosifs, on va se le dire. Mais le Canadien, là, à Montréal, on n'a pas vu ça souvent, mais on a vu ça ailleurs dans la Ligue nationale. Ces équipes-là, très jeunes, ils ont des parties où, quand ça part bien, les gars, on dirait, sont en confiance, il n'y a pas moins de gestes nerveux, ça panique pas, puis ils peuvent être très surprenants. C'est ça. Puis quand il arrive une Et équipe un peu plus expérimentée, qui sait comment casser les flots, puis qui prennent C'est le ça. contrôle de la game, on dirait qu'ils disparaissent complètement. Mais sérieusement, la game, j'ai écouté la game du coin de là, j'avais de la visite en fin de semaine, mais on écoutait la game en mangeant, puis en prenant un verre, puis tout. J'ai trouvé que malgré que ils ont été, pas déclassés, mais ils se sont fait manger. Ouais, tu sais, non, ils ont été mais déclassés. c'est un match pour apprendre. Sérieux, là, ce genre de game-là, ils en ont besoin. Ces jeunes-là ont besoin d'avoir ce genre de game-là. Ben, je peux te rassurer, ils vont en avoir une quarantaine. Oui, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. C'est clair qu'il va en avoir d'autres. Hey, Jean, thank you, man. Hey, t'es-tu revenu de Floride ou t'es encore. T'es-tu là encore? Oui, je reviens le 22. OK. Donc. Je reviens le 22 pour le lancement de la télésérie le documentaire canadien nordique. Puis après ça, ben, il va y avoir Kim Clavel. Puis après ça, il va y avoir Mary Spencer à Shawinigan. Un combat de championnat du monde à Shawinigan. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'arriver au moins 3 jours avant. J'en connais un qui est fébrile. On va dire de quoi. Oui, mais là, le gars qui avait trouvé à 100 000 US, Il est plus là? non, parce qu'elle t'aime pas. Son gym est parti, le gym où il s'entraînait est parti à l'eau. Ben, voyons donc, toi. Donc, Simon est pas sûr de se battre à Shawinigan? Non, ils vont se battre. Ils ont fait un offre bien trop haute à quelqu'un, là. OK. Puis, mais non, mais Il c'est n'aura pas le choix de dire compliqué. oui. Ah non, mais là, hey, pauvre Simon. Dernière fois, le gars, il a fait 1 seconde. Oui. Il s'est mis à terre. Oui. Non, il a besoin de se battre, là. Je sens qu'il a Hey, besoin là, de se là. battre, là. Ah non, là. Sais-tu quoi? Ça vaut mieux qu'il se batte le 16 parce qu'il va être dangereux le 17. Salut, Reg. Bonne Bye. semaine, mon ami. Bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. On est prêt pour, je dirais, le petit débat sympathique. Notre chum Joe Hamel est déjà in the house. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion.
Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est notre premier... Est-ce que c'est notre premier débat officiel sur Radio Pirate Live? Je pense que oui. Je pense qu'on mais moi, j'aimerais ça qu'on en fasse plus à l'avenir parce que c'est le fun de se parler là, quand on n'est pas d'accord. Exact, c'est le fun de se parler, mais j'ai hâte de voir vers où ça va s'en aller. Parce que, d'abord, on a Joe Hamel. Joe, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Très bien. C'est le fun de t'avoir en studio. Joe est là et on a Alexandre Cormier-Denis. Alexandre Cormier-Denis, je ne connais pas intimement. J'ai vu, à un moment donné, quelques affirmations qu'il a fait sur les réseaux sociaux à l'effet que le Parti conservateur du Québec devait devenir un genre de parti un peu plus traditionnel européen, de droite identitaire. Comme tu dis, Jerry, comme tu nous en parlais, plus Zemmour, Le Pen. Est-ce qu'on considère Le Pen comme étant de la droite identitaire? Parce que le programme est quand même assez à gauche. Donc, on va voir avec lui. Alexandre, t'es salué. Alexandre Cormier-Denis, également créateur de Nomos TV, plateforme qui discute principalement de politique. Bienvenue à Radio Pirate, Alexandre. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Fillon, de m'accueillir sur vos ondes. Je tiens à vous remercier parce qu'il y a peu d'endroits où on peut débattre au Québec. On sait qu'il y a une culture de la consensualité sur Radio-Canada, même sur TVA québécois. Donc, je vous remercie vraiment de m'inviter. Je pense que ça va profiter à votre auditoire et puis à la droite en général au Québec. Et je remercie également M. Hamel d'être là pour débattre parce que je pense que c'est plus intéressant de parler de vive voix plutôt que de s'envoyer des invectives par médias sociaux interposés. Donc, merci Radio Pirate de m'accueillir sur ces ondes. Allons-y. Commençons tout de suite. Chacun 2 minutes. On va faire comme dans les débats traditionnels. Joe commence. D'abord, Alexandre Cormier-Denis, lui, dit si le Parti conservateur du Québec veut améliorer son score de 13 %, il doit absolument inclure le côté identitaire. Et on le sait, ce matin, il y a dans les journaux des points à ce niveau-là qu'il y aurait à l'intérieur, on en a parlé ici passablement dans les derniers jours, qu'il y aurait 2 groupes à l'intérieur, surtout au niveau de la garde rapprochée de Éric Duhem. Il y a des gens qui voudraient qu'on prenne ce chemin-là. D'autres, comme nous, veulent une droite plus traditionnelle, plus économique, etc. Donc, je te pose la question, Joe, même sachant la réponse un peu, mais que ce soit clair pour le débat. Pourquoi toi, tu aimerais qu'on enlève le côté identitaire et qu'on se concentre sur le côté droite économique pour le futur du Parti conservateur du Québec? Non, merci, Jeff. Merci, M. Cormier-Denis. Je vais t'appeler Alexandre, ça ne te dérange pas. Je pense qu'on peut se tutoyer, ça va aller le plus vite. Écoute, moi, je maintiens ce point-là. Je pense qu'on va retourner dans une dualité de partis, même de facto, là, même si c'est fait avec 2 ou 3 ou même 4 partis. On va retourner à une opposition traditionnelle, peut-être plus nationaliste, social-démocrate, c'est-à-dire un gouvernement très interventionniste, comme on voit, mettons, avec M. Fitzgibbon, M. Dubé, etc., et peut-être une droite, centre-droite, qui peut-être, je parle historiquement, pourrait être une espèce de mix du PLQ pré-Couillard et de l'ADQ de l'époque. Là. Quelque chose qui est peut-être plus centre-droit, l'idée d'avoir moins d'État, réduction du fardeau fiscal, etc. Je pense que c'est là où se situe le marché politique pour le Parti conservateur du Québec. L'avantage, c'est que ça te permet d'obtenir des sièges dans l'ensemble du Québec, incluant Montréal. D'ailleurs, si on regarde la carte électorale pré-Couillard, notamment, le PLQ avait des sièges partout au Québec, y compris au Bas-Saint-Laurent, y compris dans l'West Island, y compris au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quand tu vois actuellement la CAQ gagner avec 40+ % dans certains comtés et que tu vois le PLQ à 2 %, il y a une certaine partie du vote de la CAQ actuellement qui est composée du vote par défaut des gens de centre-droit, mais qui se bouchent le nez et qui votent pour la CAQ parce que, un peu comme on a vu avec les conservateurs de Doug Ford en Ontario. L'idée aussi, je pense, derrière ma thèse, c'est qu'actuellement, on a au Parti conservateur du Canada un chef qui est très solide, qui est très fort aussi sur le point de vue national, qui a ce discours-là, le discours de la défense des droits et libertés, de réduire la taille de l'État, de retourner de l'argent dans les poches des citoyens, de dire, regarde, on va faire du Canada l'endroit le plus libre au monde, puis ben, avec ça, ça va nous permettre de s'épanouir. Puis lui, il est ouvert à peu près à toutes les communautés. Je sais pas si vous avez vu, là, Pierre Poilievre, tout le monde le supporte. Alors que c'est drôle, alors qu'on le traitait de suprémaciste blanc, il y a toujours des photos à peu près tous les groupes communautaires possibles. Exact. Donc, moi, je pense que la stratégie qui est prônée par M. Cormier-Denis et notamment M. Cavalière, qui est actuellement directeur général du Parti conservateur, à mon avis, c'est extrêmement problématique.
qu'il soit dans ce rôle-là en passant. C'est une stratégie qui nous mettrait en porte-à-faux avec le Parti conservateur du Canada. Moi, je pense que sans nécessairement devenir une succursale du Parti conservateur du Canada, on doit du moins être aligner les deux. Puis c'est essentiellement mon point. Alexandre Cormier-Denis, lui, est à l'inverse, dit, comme il y en a à l'intérieur du parti en ce moment, veut jouer sur la carte identitaire, on doit le dire. Il y a des choses que je remarque. Effectivement, le Québec, d'une certaine mesure, est attiré par... en tout cas, une partie de la population est attirée par ces idées-là. On a vu l'ADQ qui avait fait une surprise au début des années 2000, qui était, en tout cas, on utilisait à ce moment-là, c'est quoi le patente identitaire? Il y avait les accommodements raisonnables. Par après, la CAQ a repris le flambeau. La CAQ s'amuse avec ça. Moi, je ne pense pas que pendant la campagne, je le répète, que tout ce qui a été fait au niveau immigration a été fait par erreur et par accident, que c'était des gaffes. Je pense que ça a été très, très, très bien planifié. On savait exactement qui on touchait. Mais Alexandre Cormier-Denis, le problème de vouloir un autre parti identitaire, si on calcule que le PQ l'est, que la CAQ l'est, qu'est-ce que ça va offrir de plus si jamais on rajoute un troisième parti sur 5 qui est axé sur l'identité québécoise? Qu'est-ce que ça peut amener de plus au Parti conservateur de s'en aller sur cette voie-là? Ben, je pense que ça peut donner le pouvoir dans les années 2030. Je pense qu'il y a des cycles historiques au Québec et les partis bleus se remplacent face à un gros parti rouge qui reste en place. L'Union nationale a pris le pouvoir en 1936 en instrumentalisant le nationalisme. Il a repris le pouvoir en 1966 avec le slogan « Égalité et indépendance » avec Daniel Johnson. Ensuite, il a été dépassé par le nationalisme du Parti québécois. Et là, cette espèce de nouvelle union nationale qui est la CAQ a dépassé le Parti québécois sur la question identitaire pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il a tassé la question référendaire. Ce qui permet aujourd'hui à des Canadiens français fédéralistes, en région notamment, de voter pour la coalition Avenir Québec. Donc moi, je le dis clairement, je pense que la CAQ est au pouvoir jusqu'aux années 2030. Legault va sans doute se représenter en 2026, il sera imbattable. Et là, ce qu'il faut penser, c'est l'avenir. Comment est-ce qu'un parti de droite, en unissant finalement la droite économique et la droite nationale, peut réussir à prendre le pouvoir dans les années 2030 au Québec? Pour ça, il faut mettre en place une formation politique, un grand parti bleu qui est capable à la fois d'amener avec lui les conservateurs fiscaux, les conservateurs identitaires, et la troisième droite, il y a trois droites historiquement, il y a la droite identitaire, la droite économique et la droite sociale. Malheureusement, pour la droite sociale, on sait très bien que les Québécois sont très libéraux sur le plan des mœurs. Donc, tout ce qui est lutte contre le mariage homosexuel, par exemple, ou la question de l'avortement, c'est pas gagnant d'un point de vue électoral. Par contre, je pense qu'il y a de l'appétit au Québec pour les questions identitaires. La question identitaire, elle est toujours là, elle a toujours été là, depuis les années 30, elle est là, et elle sera encore là demain avec l'immigration massive qu'on reçoit. Je rappelle que Justin Trudeau a augmenté l'immigration de 250 000 immigrants par année en 2015 quand il prend le pouvoir, à 450 000 aujourd'hui. On sait qu'il y a une insécurité identitaire chez les Québécois, et que si un parti politique méprise cette insécurité identitaire, ben, il va se retrouver comme le Parti libéral du Québec. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans un ghetto électoral anglophone et immigré de l'ouest de l'île. Et il ne pourra pas percer à l'extérieur de ce ghetto-là. Donc, personnellement, c'est ma thèse. Je pense que, de toute façon, le futur du Parti conservateur du Québec, c'est de soit prendre le ballon, c'est-à-dire remplacer la CAQ comme grand parti de coalition bleue dans les années 2030, bâtir une force électorale où la droite économique a sa place, où la droite identitaire a sa place, et bâtir un parti qui rayonne à travers le Québec, non pas en méprisant le nationalisme comme l'a fait Éric Duhem durant sa campagne, parce que rappelons quand même que le programme du Parti conservateur incluait une réduction de l'immigration, et en débat, Éric Duhem nous a fait du Anne-Marie Dussault. C'est-à-dire, il nous a dit, il faut ouvrir votre cœur, la question de l'immigration, c'est une question qui divise les Québécois. C'était en gros, il a repris en gros le discours de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec. Bon, ben moi, je peux vous le dire, je connais des tas de gens qui avaient leur carte du Parti conservateur du Québec, qui étaient des gens de droite nationale, des gens qui aiment Trump, des gens qui veulent la victoire des républicains aux États-Unis, des gens qui aiment la droite nationale en Europe et qui ont été dégoûtés, en fait, des positions d'Éric Duhem durant cette campagne-là. Et ils n'ont pas voté pour le Parti conservateur du Québec. Donc, il y a un marché électoral à aller chercher dans la droite nationale au Québec. Et on a très bien vu, je suis d'accord avec vous d'ailleurs, M. Filion, quand vous dites que les dérapages, entre guillemets, ça c'est Radio-Canada qui nous dit que c'est des dérapages. Quand Jean Boulet fait ses déclarations,
quand François Legault fait ses déclarations et qu'une semaine, il s'excuse, il fait des déclarations, il lit immigration et identité, il s'excuse devant les médias, 2 jours plus tard, il en remet une couche. Ce ne sont pas des gaffes. Okay? C'est une stratégie politique pour rapatrier le vote des Québécois qui sont inquiets de l'immigration massive, du multiculturalisme de Justin Trudeau. Et je vais même aller plus loin. Moi, j'ai des contacts à la Coalition Avenir Québec, des gens qui m'ont appelé, qui travaillaient au QG, au quartier général, qui m'ont dit « Le téléphone ne dérougit pas à la CAQ. » Les gens nous disent « Vous faites bien de nommer le réel. » Parce qu'au Québec, tout le monde est conscient que les gens qui se je vais donner le droit de... Ce ne sont pas les pêcheurs gaspésiens. Je vais donner le droit de répondre à Jonathan Hamel parce que je ne veux pas qu'on débatte ad vitam aeternam sur la droite que nous, on voit. On en parle régulièrement. Donc, concentrons-nous sur ce que certaines personnes au parti, certains de l'équipe d'Éric Duhem, de la garde rapprochée d'Éric Duhem, veulent établir dans les prochains temps. Puis, effectivement, débattons là-dessus. Jo, c'est quoi ta réponse à ce que M. Cormier vient de raconter? Est-ce qu'il a raison dans le sens que est-ce que le Québec, finalement, puis peut-être pas juste nécessairement les boomers, est-ce que le Québécois, peut-être pas nous, peut-être pas ceux qui ont voté pour Éric Duhem, qui étaient à l'aise avec sa position un peu plus générale sur le sujet, pour pas déplaire, entre autres, à Montréal, et pour pas déplaire à nous non plus, parce qu'on n'est pas dans cette game-là, mais est-ce que M. Cormier-Denis n'a pas un point comme de quoi que pour une majorité de Québécois, puis je sais que, entre autres, la CAQ a une population un peu plus vieille, est-ce qu'il n'y a pas un terrain fertile à ce niveau-là, même s'il est déjà rempli par la CAQ? Est-ce que c'est pas un incontournable? Non, je pense que je suis d'accord avec M. Cormier-Denis sur le fait qu'il y a effectivement des cycles au Québec. Là. Il y a eu, je pense qu'il y a une... D'ailleurs, j'apprécie beaucoup sa connaissance historique que je ne nie pas. Là. Donc, et moi, je ne suis pas de ceux qui veulent couper le micro à Cormier-Denis ou de l'exclure. Au contraire, je pense qu'il y a un point de vue qui mérite d'être débattu. Moi, je pense que mon point, c'est que je pense que cette clientèle-là, elle est déjà servie par la CAQ et le Parti québécois. D'ailleurs, dans le plan qu'il présente, il dit spécifiquement que la CAQ va rester au pouvoir jusqu'à 2030. En utilisant spécifiquement cette stratégie-là. Donc, l'opposé de ça, qu'est-ce que c'est? Et l'occasion, l'alignement des planètes historiques qu'on avait particulièrement avec cette campagne-là, c'est de un, parce qu'il faut y revenir, la crise sanitaire qui a démontré l'incompétence généralisée des oppositions, particulièrement du Parti libéral du Québec, qui, dans sa constitution, a la défense des droits et libertés. C'est quand même incroyable, le fait que le... Et historiquement, et si je reviens dans la perspective historique et des cycles, tu sais, le Parti libéral du Québec a quand même déjà eu une position beaucoup plus nationaliste qu'elle a aujourd'hui. Donc, il y a des fédéralistes québécois qui ont quand même une sensibilité nationale dans le sens qu'ils se considèrent aussi comme québécois. C'est pas des gens de fans de Justin Trudeau qui agitent des drapeaux du Canada. Non. En passant, d'ailleurs, moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait, je dirais, peut-être moitié-moitié de gens qui étaient au Parti libéral du Québec, qui étaient des militants aussi du Parti conservateur du Canada. Actuellement, ce sont juste des gens du PLC ou même du NPD. Là. Donc, le Parti libéral du Québec, actuellement, a délaissé, je pense, une clientèle fédéraliste avec peut-être une espèce de sensibilité nationaliste. Ces électeurs-là sont à la CAQ par défaut ou qui votent pas, un ou l'autre, ou il y en a peut-être qui sont un peu au PCQ également. Moi, je pense qu'il a fait perdre des votes pendant la campagne, je pense, c'est la timidité d'Éric Duhem par rapport à la crise sanitaire. Oui. La base, ce qui a formé la base du Parti conservateur du Québec. Est-ce que des gens qui ont été repoussés par sa timidité nationaliste, moi je pense qu'il a quand même affirmé à plusieurs reprises, d'ailleurs, M. Cormier-Denis, Éric Duhem a expliqué son nationalisme quand même en détail à l'un des podcasts les plus populaires au monde avec Jordan Peterson. Là. Puis il n'a pas du tout fait du Québec bashing. Là. Il a expliqué que son nationalisme était positif. Il a aussi parlé qu'il faudrait ramener le nationalisme canadien dans la perspective historique, je pense qu'il vous rejoint. Donc, je pense que ça, c'est pas mal en droite lignée avec ce que vous dites. Mais dans une perspective purement électoraliste, je pense que le territoire qu'il faut occuper, c'est le territoire centre-droit. Il peut y avoir une notion nationaliste, mais Éric Duhem moi, je pense qu'une déclaration qui a fait extrêmement mal dans la campagne, c'est quand il a dit « Non, on ne veut pas de référendum, on va barrer la porte, mais je ne vais pas jeter la clé dans le fleuve. » Ça a levé un drapeau rouge dans un paquet de communautés parce que Éric avait déjà, je pense, un passé souverainiste qu'il n'a pas nié, d'ailleurs, il l'a dit. Mais ça l'a comme... Moi, je pense que ça doit être clair que le Parti conservateur du Québec est un parti fédéraliste dans le sens que
il voit l'avenir du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Maintenant, est-ce Tout que en étant nationaliste. Mais d'ailleurs, qui a reconnu la nation québécoise comme nation? Harper. C'est Harper, exactement. Donc, moi, je pense qu'on doit s'aligner avec le Parti conservateur du Canada. D'ailleurs, M. Cormier-Denis, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment vous envisagez le fait que, par exemple, Pierre Poilievre ne va pas contester, par exemple, le fait que la loi 21 ou 96 va être probablement contestée devant les tribunaux, là. Donc, le Parti conservateur du Québec serait en porte-à-faux avec le Parti conservateur du Canada. Moi, ça m'apparaît être très, très problématique dans la perspective où Pierre Poilievre est actuellement en Amérique du Nord l'un des politiciens conservateurs les plus populaires et les plus prometteurs avec des Ron DeSantis et compagnie, là. Oui, ben écoutez, il y a une ambiguïté. Il y a plusieurs choses que vous avez dites. Premièrement, sur la crise sanitaire, moi, je pense que Éric Duhem a fait une bonne chose de ne pas axer sa campagne là-dessus, parce que la majorité des Québécois étaient d'accord avec la gestion de la crise sanitaire. Ça, c'est la réalité que malheureusement, les anti-mesures sanitaires ont de la difficulté à comprendre. La vérité, c'est que les Québécois voulaient être protégés par l'État et que ça a été payant électoralement pour la CAQ d'être plus liberticide que pas assez. Jason Kenney n'est plus au pouvoir en Alberta. Legault, lui, a été élu à 90 députés. Donc, ça a été payant. Jason Kenney a été refuté par les gens qui l'ont élu, pas parce qu'il a mis pas assez de normes sanitaires. C'est que les gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance, ont trouvé qu'il a carrément versé du côté des médias, du côté de ce qui se passait au Canada. C'est eux qui ont pu voter pour lui, là. Ça, il faut le corriger, là. Si jamais il avait été un Ron DeSantis de lui-même, il serait toujours à la tête du Parti conservateur, probablement en Alberta, là. En tout cas, c'est des suppositions, parce que pour l'instant, il a été le politicien qui a mis en place les mesures les moins liberticides au Canada, et lui, il n'est plus là. Oui, mais il a reculé. Il y a un peu, là. Ça, c'est pas ça qui est arrivé. On a assez de pirates qui sont en Alberta pour nous dire comment ça s'est passé. C'est que il a dérapé à un moment donné, là. Il est tombé dans la sauce du confinement et des règles. Et c'est là où ça l'a dérapé. C'est là où sa base s'est senti complètement abandonné, et ces gens-là lui ont fait payer ce qu'il a fait. Donc, ça, il faut le corriger, là. D'accord, mais en tout cas, au final, il n'est plus là et Legault est là avec 90 députés. Donc, je veux dire, la réalité de la crise sanitaire au Québec, c'est que les gens étaient plutôt satisfaits. Il y a même un pourcentage de la population qui trouvait que Legault n'en faisait pas assez. Moi, ça faisait pas mon affaire. Oui, mais ces gens-là, ils ont voté pour la CAQ. Ces gens-là, ils ont voté pour la CAQ. Jamais ils ne voteraient pour le Parti conservateur du Québec. Le problème du Parti conservateur du Québec, en oubliant de revenir sur ce sujet-là, il ne faut pas oublier, quand on regardait les statistiques, on avait près sur 8 millions de personnes, il y avait 2 millions à 2,5 millions de personnes qui n'étaient pas des gens anti, mais qui voyaient que le Québec avait dérapé complètement dans son programme d'essayer de nous protéger contre un virus qui finalement nous a rattrapés. Donc, il y a 2,5 millions de potentiels électeurs qui étaient visés. Le seul parti qui les visait, c'est ce parti-là. Et en le faisant timidement, le trois quarts de ces gens-là ne sont pas allés voter, et ça a donné un taux de participation très bas. Donc, les gens qui étaient avec la CAQ, on ne peut pas les convaincre de s'en aller au Parti conservateur en évitant de parler de ce sujet-là. Ils ont aimé ça, être en pyjama. Ils ont aimé ça, faire du pain à la maison. Ils ont aimé pas travailler dans le bureau puis travailler à distance un peu moins. Ces gens-là, il n'y avait rien à faire avec eux, là. Juste préciser, M. Descola, juste mon point sur... je veux juste préciser quelque chose sur l'angle des mesures sanitaires. Je ne nie pas qu'il y a une proportion significative des Québécois qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Par contre, moi, je pense qu'à partir d'un certain point, il y a un nombre significatif de Québécois qui, sans être anti-mesures sanitaires, étaient inquiets qu'un système comme ça s'installe au Québec de manière, pas dire permanente, mais que ça allait revenir. Moi, je pense que cette peur-là n'a pas été assez utilisée par Éric Duhem. Moi, je pense qu'il aurait dû dire, d'ailleurs, on voit encore qu'il y a encore des menaces de remettre le masque, etc. Et moi, je pense qu'Éric Duhem aurait dû, pendant les débats, pendant tout le monde en parle, pendant ces événements-là, challenger M. Legault directement. M. Legault, le 4 octobre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les mesures vont revenir? Est-ce que c'est à combien de doses le prochain passeport vaccinal? Les gens avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, regarde, moi, j'ai tout suivi les mesures, je suis rendu à 3-4 doses, là, il n'y en aura plus. Mais la CAQ n'a jamais répondu adéquatement à la question quand ça finit. C'est quand est-ce que ça finit? Est-ce que ça va revenir? Moi, je pense qu'on n'a pas adéquatement adressé cette crainte-là de Québécois qui dépassent les anti-toutes ou les anti-mesures sanitaires qui, oui, forment quand même une base du Parti conservateur du Québec, là. C'est ça mon point.
Ouais, ben, moi, je pense totalement l'inverse. Je pense que Duhem a bien fait de se séparer de ça parce que c'était un sujet perdant. La crise sanitaire était derrière nous, c'était fini. On savait très bien, Legault l'a dit, grosso modo, il n'y aura pas le retour des mesures. Les gens, et la carte, on sait tous que la CAQ gouverne au sondage. On sait que l'opinion publique a basculé de l'autre côté. Ça s'est produit déjà au courant de la crise sanitaire. Et le parti d'Éric Duhem devait se présenter comme crédible sur d'autres sujets. On le sait que le Parti conservateur a roulé sur la question de l'antisanitarisme. Très bien, il avait déjà ce vote-là, le vote des gens déçus de la gestion de la crise. Il fallait qu'il étende l'électorat au-delà de cette petite minorité. Deuxièmement, c'est quand même à peu près 2 milliards. Vous avez parlé de Jordan Peterson. Ben, c'est très bien ce que dit Éric Duhem sur le podcast de Jordan Peterson. Seulement, les Québécois, ils n'écoutent pas les podcasts de Jordan Peterson, ils écoutent les débats. Et en débat, Éric Duhem a lancé des phrases en anglais pour plaire au West Island, pour plaire à l'est de Montréal. Il a dit les questions d'immigration, on ne doit pas en parler parce que ça divise les Québécois et on doit ouvrir notre cœur. Il a fait du Gabriel Nadeau-Dubois sur la question identitaire. Ben moi, je vous le dis, ça a été nuisible. Est-ce que je peux vous poser une question à M. Cormier-Denis, juste pour que j'essaie de comprendre vers où vous en allez avec ça? Je comprends votre point, mais pourquoi vous ne votez pas pour la CAQ? Dites-moi pourquoi. Parce que là, à date, la CAQ fait ce que vous recherchez. Pourquoi la CAQ n'est pas la solution pour vous si la CAQ fait exactement ce que vous demandez en immigration, elle fait exactement ce que vous aimez des mesures sanitaires? Vous semblez être quelqu'un qui était d'accord avec les mesures sanitaires. Pourquoi vous ne rentrez pas dans les rangs de la CAQ tout simplement puis que vous dites bonne chance au Parti conservateur finalement? Non, mais parce que, d'une part, les mesures sanitaires, je pense qu'elles ont été excessives. Et en ce sens-là, je pense qu'Éric Duhem avait partiellement raison, en tout cas. D'autre part, sur la question identitaire, ben, la CAQ fait exactement ce que, sans doute, vous lui reprochez également. C'est-à-dire qu'elle a une entreprise de communication à droite et, au final, elle fait de la gauche. Les seuils d'immigration actuels sont équivalents à ceux de Philippe Couillard. Donc, je veux dire, c'est bien beau la communication caquiste. Elle fait des campagnes électorales sur la question nationale, mais la réalité concrète de son bilan est très, très faible sur ce niveau-là. Et la CAQ, on le sait, gouverne au sondage. Ça reste un gouvernement qui est extrêmement centriste. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un parti de droite qui puisse unir la droite économique, la droite nationale, qui puisse prendre le pouvoir dans les années 2030. Il faut dextriser, c'est-à-dire droitiser le discours public québécois. On peut le faire sur les enjeux économiques, mais on peut le faire également sur les enjeux identitaires. Et qu'est-ce qu'on voit qui gagne au niveau international? C'est cette conjonction de la droite identitaire et de la droite économique. Mais si jamais, M. Cormier-Denis, si jamais on arrive au point où... parce que quand même, il y a un problème démographique au Québec qui est évident. Moi, je veux dire, je m'adresse à des chefs d'entreprise à tous les jours ou à peu près. Ces gens-là sont en panique. Il n'y a pas de travailleurs. Les Québécois ont perdu le goût de l'effort, ont perdu le goût de s'enrichir, ils ont perdu le goût de vivre avec un peu plus de luxe. Depuis qu'ils sont confinés, on a multiplié de beaucoup cette tendance à s'encabaner et à vivre avec moins que moins. Puis tant mieux pour les gens de gauche qui aiment cette pratique-là. Mais de ce que je peux voir en ce moment, c'est qu'on ne règle pas le problème juste en essayant de convaincre des gens retraités de 59 ans de venir travailler au McDonald's. Ça va nous prendre des gens de l'Amérique du Sud, ça va nous prendre des gens de l'Afrique, ce qu'on fait déjà en passant. Parce que si on n'avait pas ces gens-là, les boomers qui sont très contents de vendre leur maison qu'ils ont payé 7 500 $, 300 000 finis, une des raisons pourquoi ils sont capables de vendre leur maison 300 000 et d'aller vivre dans un petit condo sympathique, c'est justement qu'on a eu des immigrants qui ont besoin de ces maisons-là pour se loger. Parce que si on ne l'avait pas fait, ces maisons-là auraient peut-être des plywood dans les fenêtres, là, et on aurait des maisons qui valeraient 59 000. Donc, il y a une réalité économique dans laquelle on doit... on doit compétitionner le reste de l'Amérique, on doit compétitionner le Canada. On a besoin de main-d'œuvre pour nos entreprises. On a besoin de services quand quelqu'un va à l'hôpital. On a besoin de services quand quelqu'un va dans un CHSLD. Donc, vous voyez quoi avec cette immigration-là? Ben, moi, je pense que c'est un faux discours économique parce que vous savez, plus vous avez de gens sur votre territoire, plus ces gens-là requièrent des services de l'État-providence. Ouais. En plus, avec le regroupement familial, ce sont des gens qui font venir des personnes âgées, leurs grands-parents, leurs parents,
eux-mêmes sont déjà âgés quand ils viennent, donc ça ne fait pas rajeunir la moyenne de la population. Et en fait, on voit très bien l'espèce de cycle infernal qui se met, notamment au Canada anglais. Plus d'immigrants demandent plus d'immigrants. Donc, c'est une espèce de roue infernale où l'immigration appelle plus d'immigration. On a une crise de logement au Québec, notamment à cause de ça, parce que ce n'est pas la natalité des Canadiens français qui fait en sorte qu'il y ait une explosion démographique au Québec, c'est bien l'immigration massive. Et ça ne résoudra pas la question du vieillissement de la population. Ça, tous les démographes l'ont prouvé. La question de l'immigration massive, ça sert à certains lobbies, notamment le Parti libéral du Canada, puisqu'il fait venir plus d'électeurs, et notamment à certains types de patrons, je dis bien certains types de patrons, qui veulent une main-d'œuvre à bon marché. Ce qu'il faut faire, c'est miser sur la robotisation. Ça n'existe plus, ben. Je ne sais pas ce que ça existe dans votre tête, là, mais la main-d'œuvre à bon marché, même pour les immigrants, n'existe pas. Parlons d'immigration, M. Corneliani. C'est intéressant parce que, à la base, à peu près le consensus des papiers économiques vient à la conclusion que l'immigration, ça se fait à peu près à coût nul. C'est-à-dire que oui, c'est des gens qui consomment des services, mais ils ont aussi un impact sur le PIB. Donc, ni ceux qui sont pour, ni ceux qui sont contre augmenter les seuils d'immigration ne peuvent utiliser cet argument-là. Donc, c'est à peu près à coût nul. Donc, l'idée qu'il y a comme il y a une horde d'immigrants débridés qui arrivent ici pour consommer tous les services et qui n'offrent rien. Tu sais, c'est passablement faux comme affirmation. On a un besoin... Ça dépend de quoi on parle. On a l'Institut Fraser qui a notamment chiffré les coûts de l'immigration et ça se chiffre en millions de dollars il y a quelques années. Donc, ça dépend toujours à qui on parle. Sur ce genre de débat-là, on peut faire un débat des chiffres qui est éternel et qui n'en finit jamais. Moi, ce que je vous dis, c'est pour qu'un parti de droite prenne le pouvoir au Québec, il faut non pas qu'il méprise l'insécurité identitaire des Québécois, mais qu'il l'embrasse. Le Parti conservateur du Québec, s'il veut percer d'un point de vue électoral dans les années 2030, il doit à la fois être à la droite de la CAQ d'un point de vue économique et il doit être à la droite de la CAQ d'un point de vue identitaire. Sinon, il doit concurrencer le Parti libéral du Québec. Le problème, c'est que le Parti libéral du Québec est un parti qui est increvable. Les anglophones et les immigrants de Montréal ne voteront jamais pour un parti bleu qui est soutenu par ce que les médias, entre guillemets, appellent les radios poubelles de Québec. C'est faux, c'est faux. On l'a vu à Montréal. On a vu des comtés finir à 20 %. On a vu partir de 1 à 20 % Et moi, je veux dire, de candidats directement, le discours résolument ancré dans la défense des droits et libertés et de laisser libre choix aux gens, ça résonne particulièrement dans certaines communautés religieuses. Et je pense que c'est un territoire que le Parti libéral a abandonné. D'ailleurs, leur recul sur la loi 96 en dit long là-dessus. Moi, je suis contre les deux lois. Pourquoi? Parce que je pense que l'État n'est pas outil. 96 et 21. Moi, je pense que les deux sont discriminatoires. Je pense que les deux... Et je pense que c'est là la différence entre vous et moi. Moi, je pense que l'ennemi, c'est pas le Parti libéral ou c'est pas les Desmarais ou c'est pas la CAQ. L'ennemi, c'est l'État avec un grand « et ». C'est pas la madame qui travaille au comptoir de la SAC. C'est l'instrumentalisation et l'institutionnalisation de leviers qui sont dirigés vers des minorités qui sont ensuite utilisés à des fins électorales. Moi, je pense que c'est ça l'ennemi. On peut s'adresser aux gens intelligemment de manière à leur dire, regardez, nous, on vous propose un programme qui va protéger vos propriétés privées, qui va protéger votre pouvoir d'achat, dans le fond, on veut diminuer la présence. Puis c'est ça la tendance actuelle mondiale. On est tellement allé loin avec l'État dans la vie des gens que maintenant, la contre-culture qui est en train d'émerger, c'est totalement l'inverse. Dans les campus, actuellement, ce qui est cool, c'est d'être conservateur, c'est d'écouter Jordan Peterson, puis être free market. C'est plus d'être des progressistes anti-mondialisation, au contraire. Là. Oui, ou alter-mondialisation, parce qu'ils sont pour la mondialisation. Oui, mais ça, c'est-à-dire, c'est un recul. Mais là, M. Hamel, là, on a un désaccord fondamental. Donc, vous voulez que l'État québécois laisse les policiers porter des hijabs et des kirpans et des kippas pour la fonction publique. Vous êtes contre la loi 21, donc la laïcité de l'État québécois, et pour le multiculturalisme de Justin Trudeau. Ben, ça, vous faites une fausse équivalence. C'est pas en étant contre une loi discriminatoire que je suis forcément avec Justin Trudeau. Moi, je suis contre tout ce que représente Justin Trudeau en général. Justin Trudeau représente un parti... Pardon?
Je dis la Charte canadienne des droits et libertés, c'est celle qui a été mise, OK, qui a été inscrite dans la les droits et Constitution libertés, canadienne par de Pierre manière Trudeau. traditionnelle, ça vient du père de Justin Trudeau? Non, c'est un droit. Moi, je crois aux droits naturels, je crois aux droits fondamentaux de la propriété privée, de ne pas discriminer les individus en fonction de leur sexe ou de leur religion. Je pense Ils que... sont pas discriminés. Pardon? Ils ne sont pas discriminés. Le droit de religion est fait. Le musulman peut aller à la mosquée au Québec. C'est la version fondamentaliste de sa loi, de son interprétation individuelle de la religion qui fait en sorte que lui-même s'exclut de la fonction publique. Une musulmane peut être policière au Québec. Elle a juste à retirer son hijab pour la neutralité de l'État. Il n'y a rien de discriminatoire là-dedans. Mais ça, moi, je suis pas en désaccord avec l'aspect de, comment je dirais, de... Mais ça, on appelle ça, c'est parce que ça, on a débattu quand il y a eu ce point-là, c'est qu'on en a fait une loi qui envoyait un message clair. Mais là, ça s'est toujours résumé à un genre de code vestimentaire. Ça, on est capable de gérer ça. On gérait ça dans les équipes de hockey quand on jouait Pee-wee Bantam. Là. Je veux dire, il y a une manière de s'habiller. Bon, est-ce qu'après ça, ça brime la liberté et les choix de certains? Bien ça, on en aura à en débattre, mais je veux dire, ultimement, là, on est dans le côté vestimentaire, mais sur le fond, on utilise ça pour mettre des bâtons dans les roues des gens qu'on a accueillis, à qui on n'a jamais dit que si tu t'en viens ici puis que tu enseignes, on va laisser la place à quelqu'un de moins bon que toi, mais qui a décidé d'enlever sa croix dans son cou pour plaire à la commission scolaire. Et toi, qui es considéré comme la meilleure prof de l'école, vu que tu tiens à garder quelque chose sur ta tête qui déplaît à un certain établissement, ben on te sac dehors. Tu sais, je veux dire, il y a quand même... Puis on leur avait jamais... non, en fait, on les avait jamais avisés. On On les avait jamais... On parle de leur emploi. On les avait jamais avisés qu'ici, on avait ce pouvoir-là. Quand on les a invités, on leur a dit que le Canada, incluant le Québec, était un des endroits les plus libres, selon notre Constitution, pour eux de venir. Et c'est la raison pourquoi ils sont venus s'établir ici. Et une fois qu'ils s'établissent ici, puis qu'ils travaillent, mettons, dans une école ou dans une université depuis 10 ans, on leur dit par une loi, c'est terminé, vous devez absolument être, au niveau de vos vêtements, d'être le plus neutre possible, etc. Moi, j'ai rien contre ça, mais c'est juste que quand les règles changent pendant que la game est commencée, il y a quelque chose qui fit plus ou moins dans mes valeurs à moi. Là. Ben, premièrement, M. Fillon, l'État actuellement québécois ne demande pas aux gens qui sont déjà en poste de retirer leur signe religieux. Il y a une clause grand-père. Il y a une clause grand-père, premièrement. Deuxièmement, les immigrants ne viennent pas ici à cause de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils viennent ici pour améliorer leur sort économique. Ils vont en France et la France est ultra laïcarde. En France, un médecin juif met sa kippa dans la rue et il la retire quand il est médecin et qu'il est payé par l'État. Donc, je veux dire, et là, on parle des médecins. Donc, je veux dire, il y a des États qui sont beaucoup plus autoritaires sur la question de la laïcité, notamment les pays arabes. En Tunisie, il n'y a pas de femmes à hijab policière. Donc, ces populations venant parce qu'on parle évidemment souvent de la question islamique, on peut parler des Sikhs et des Juifs ultra-orthodoxes, mais en général, ça revient à la question du voile dans l'espace public. Ces populations sont très au fait que l'Occident a des lois pour réglementer finalement l'appartenance et la laïcité, l'appartenance aux communautés religieuses et l'expression de l'appartenance aux communautés religieuses dans l'espace public. Donc, ce n'est pas particulièrement choquant. Il y a beaucoup de Maghrébins au Québec qui sont très, très conscients, qui sont très, très contents d'ailleurs de cette loi sur la laïcité au Québec. Je veux revenir par contre... non, on n'a pas le choix. Non, c'est assez. C'est juste qu'on a défoncé le temps. On a défoncé de 5 minutes au moins facilement. Okay, très intéressant. Regarde, on va se reprendre. Alexandre, très intéressant. Alexandre Cormier-Denis, très intéressant. Point de vue, garde, très bien débattu. Bravo, félicitations, garde, fait dans le respect. Puis, vous savez quoi? Il y a probablement un paquet de gens qui vous écoutent en ce moment qui sont d'accord avec ce que vous dites. Puis je sais que ça rejoint beaucoup de gens. Puis c'est un débat à avoir. C'est pas quelque chose qu'on doit tasser ni d'un bord ni de l'autre. C'est un débat qu'on doit faire. Puis, garde, j'apprécie énormément que vous ayez pris du temps avec nous ce midi pour jaser. Ben, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Je pense qu'on peut débattre dans le respect. Et j'espère qu'on va réussir à unir la droite pour un jour prendre le pouvoir au Québec. Merci. Alexandre Cormier-Denis, Jo, le mot de la fin.
Écoute, ça, je pense que c'est un peu c'est des débats accessoires, mais à la base, je pense que c'est son opinion, le fait de pouvoir additionner tant les gens qui ont une considération identitaire que les gens qui ont une considération économique. Moi, je pense que c'est mutuellement exclusif dans un sens où la masse critique qui peut nous faire gagner centre-droit, à partir du moment où tu vas entrer le discours identitaire, ils vont aller ailleurs. Ils ne vont pas voter. Donc, je pense que l'occasion historique actuellement, c'est le fait que le Parti libéral du Québec est complètement perdu à gauche et dans le wokisme, etc. Tant que Mme Anglade reste là, je pense qu'il y a une occasion historique de capturer cet espace-là sur l'échelle électorale. Le plus gros risque actuellement pour le Parti conservateur du Québec, c'est que si un outsider arrive au PLQ et recentre le discours économique, fédéraliste, avec une certaine couleur nationaliste au PLQ, je pense que ça peut être dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, c'est drôle, hein, puis je suis né avec ça, je regarde, 4 ans, c'est court et en même temps, c'est long. Il y a énormément de wokisme actuellement. Puis quand je dis wokisme, ça engrange toute l'anxiété climatique qu'on a réussi à embarquer. Et je regarde toutes les folies au niveau de nos valeurs traditionnelles. Puis je vais au-delà de... Je pense que ça touche peu importe qui, les gens qui sont de la place, les gens qui arrivent d'ailleurs. Je pense qu'un des projets du prochain parti politique qui veut prendre le contrôle va devoir être la police du wokisme. Ça, c'est... on le sent aux États-Unis. Vous écoutez certains réseaux de télévision, c'est la chasse au wokisme quasiment mur à mur parce que ça devient tellement excessif que là, à un moment donné, enough is enough. Donc, je pense que ça va déborder ici. Et ultimement, je pense que les Québécois vont vouloir rejeter le wokisme encore plus que l'immigration parce que l'immigration... Ils vont se rendre compte que s'ils veulent avoir des soins dans un CHSLD pour quelqu'un qui leur amène une soupe, la madame, elle va venir probablement d'un pays d'Amérique du Sud ou elle va venir d'Haïti, elle va venir quelque chose. Donc, ultimement, même s'il y a un fond d'eux où il était pas tellement pour ça, quand ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va s'occuper d'eux, ils vont être très, très, très contents d'avoir ces gens-là. Joamel, merci. Merci à notre invité également. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Joamel, qui est en studio, est toujours avec nous autres. Joe et Jerry, qui est un observateur, habituellement, c'est un sage. Humble observateur. Humble observateur. Je veux t'entendre sur ce que tu as entendu dans les 30 dernières minutes. Très intéressant. Vraiment, vraiment très, très bon. Puis, tu sais, je comprends le fond. On est tous... on est conservateurs. On veut prendre le pouvoir. Si on veut changer quelque chose, si on veut changer, il faut être au pouvoir. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut que les conservateurs prennent le pouvoir. Mais prendre le pouvoir puis gouverner, c'est deux choses. La fait, c'est que si tu prends le pouvoir, ça, c'est mon avis, hein, c'est carrément mon avis. Si on prend le pouvoir avec une force, on va dire, la base de notre message, c'est l'identitaire. Peut-être c'est peut-être un chemin un peu plus court, peut-être pour aller prendre le pouvoir. Je peux l'admettre. Mais le problème, c'est où va l'identitaire? Et là, l'histoire. Donc, l'identitaire, on parle de voile, puis on parle d'un crucifix, puis des babioles de même, des affaires. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est l'identitaire, c'est les encore plus profond que ça. Là, on parle de qui? On parle des gens qui arrivent d'ailleurs. À un moment donné, l'identitaire, ça va être par rapport à nous, entre Québécois. Bien, ça l'est déjà. On l'a fait dans les dernières années. Notre identité à nous. Il y a des gens qui ont été excommuniés dans les 2 dernières années et demie. Exactement ça. Un Beauceron, c'est pas un Montréalais. Un Beauceron, c'est pas un Montréalais. Un Gaspésien, OK, c'est pas quelqu'un qui vient du royaume en haut. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que où va l'identitaire? C'est où que tu arrêtes là-dedans? Là, en ce moment... Un gars du Saguenay qui travaille à Bécomo, il peut se faire barrer. Là, en ce moment, c'est quelqu'un qui arrive de l'étranger que tu y empêches de quelque chose. Mais à un moment donné, l'identitaire, ça va être entre nous. Et là, l'histoire. Entre nous, ça veut dire quoi?
Ben moi, là, à l'école, je te donne un exemple, puis vous allez comprendre, puis on peut le mettre partout. Moi, mon enfant va à l'école et je regarde les livres d'école, mon petit bambino, je regarde ça. Hein, toutes des patentes de péquistes, des espèces de messages très louches. Moi, mon identitaire, et moi, c'est l'ouverture de les autres, je crois que leur identitaire, c'est la fermeture. Moi, je veux pas que mon enfant se ramasse avec des livres d'école avec 50 000 péquisteries et des affaires bizarres. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas barrer des affaires sur le web parce que là, c'est ouais, mais en fait, compte, nos jeunes, hein, ils écoutent plus bien nos patentes en québécois. Moi, je veux pas ça. Mais là, la dérive de l'identitaire, c'est que c'est pas juste contre les personnes qui arrivent d'ailleurs. À un moment donné, ça va se retourner contre nous et c'est les plus forts porte-parole de l'identité qui vont mépriser les personnes qui ont voté pour. Joe? Écoute, je veux pas continuer le débat parce que monsieur est plus là, puis je pense que c'est pas super juste. Ça tombe dans le voile. Non, mais ce que je veux dire, mon point sur le fond, moi, des gens comme monsieur, son opinion, il a le droit de la dire, puis je veux pas qu'il soit censuré. Au contraire, il a totalement le droit de débattre, puis il a totalement le droit de... Il était très bon. Comme membre du Parti conservateur, s'il l'est, et qui veut faire cheminer ça au parti, ben, il a juste amené des propositions, puis ça sera débattu en congrès. Moi, je pense que c'est majoritairement contre cette orientation-là. Je pense que c'est pas là que se situent les objectifs électoraux. Mon problème avec ce que j'appelle les collectivistes, puis c'est toujours la même chose, les collectivistes de droite ou de gauche, c'est la même chose. Ils veulent instrumentaliser les leviers de l'État pour viser des minorités. Dans le cas de la gauche autoritaire, comme Gabriel Nadeau-Dubois, c'est les riches. Dans le cas de M. Cormier-Denis, c'est les immigrants. C'est toujours la même mécanique de cibler une cible, d'instrumentaliser les leviers de l'État pour attaquer cette minorité-là. Puis que on l'a vu dans les 2 dernières années, le meilleur exemple qu'on a vu de la déchéance de l'État et on a passé par-dessus les processus établis dans les 2 dernières années. Là. Oui. Il y a des gens... C'est pour ça que je pense que le Parti conservateur aurait dû revenir là-dessus, parce que c'est pas juste « Ah, vous allez mettre un masque ». Non, les propriétés privées ont été saisies, les restaurants ont été fermés. Il y a des gens qui ont fait faillite à cause de ça. Donc, le droit à la propriété privée, le droit au contrat, le droit de consommer des services a été saisi arbitrairement par l'État. Et c'est ça que fait les collectivistes. Puis que ce soit la gauche communiste ou la droite fasciste, c'est ça le tronc commun. C'est l'instrumentalisation des leviers de l'État. Moi, demain matin, tu me dis, garde, je te fais choisir entre ton droit de vote et le fait de... Soit que tu gardes ton droit de vote ou on t'enlève le droit de vote, mais on te garantit la propriété privée et le respect de toutes les lois actuelles et les processus établis. Moi, je largue mon droit de vote. Là. Ce qui est important, c'est qu'on s'entende sur des principes de base de loi naturelle, que les gens ne vont pas se faire du mal entre eux, que les gens vont respecter les contrats, que la propriété privée des gens vont être respectée. C'est pour ça que les immigrants viennent ici. Ils viennent ici, il l'a dit lui-même, M. Cormier-Denis, ils viennent ici parce qu'ils ont une plus grande opportunité économique. Et ça, il y a un net bénéfice, il y a un bénéfice Claire. net de ça. Là. Claire. Ce matin, 2 affaires qui sont sorties dans les médias. Probablement un candidat de la région de Québec qui a pissé dans... Ça, j'ai trouvé ça épouvantable, de voir qu'on pisse dans l'oreille de l'ennemi. Les journalistes, c'est l'ennemi. Là. Les journalistes qui veulent, c'est l'implosion du Parti conservateur du Québec. Donc, d'essayer d'utiliser ces gens-là qui ont probablement de mauvaises intentions, je trouve que c'est vraiment, vraiment un comportement qui est carrément pathétique. Mais, regarde, je ne sais pas qui le fait, mais on a voulu montrer qu'il y a une dissension immense à l'intérieur du parti. On avait déjà parlé, il y a une moment donné, dans un parti, on a une maturité à atteindre. Je pense que ça se jase, ce genre de patente-là, mais on est loin de parler d'implosion. On est en train de parler d'un parti qui a grossi rapidement et qui maintenant doit avoir un plan plus clair et que Éric Duhem doit s'entourer de gens plus solides. Tu vois quoi de ce qui est sorti sur Radio-Canada ce matin? Écoute, moi, je pense que ça sort parce qu'il y a des problèmes qui ne se règlent pas. Il y a énormément d'insatisfaction de la part... On parle de la région de Québec, mais je pense que c'est assez généralisé. Je pense qu'il y a une division dans le parti, oui, mais comme je t'avais dit précédemment, il y a une division entre quelques individus autour d'Éric et la grande majorité des candidats et, je pense, de la base militante du parti. Je pense qu'Éric doit adresser ça rapidement. Parce qu'Éric a ça dans de lui, ce côté-là. C'est un excellent leader, on l'aime, il a pris le parti de 1 à 13, mais il n'y a pas... D'être un patron dans une entreprise et de mettre des gens dehors parce qu'ils ne sont pas à leur place, je ne suis pas sûr qu'Éric Duhem a ça dans lui.
Ben écoute, s'il l'a pas, il faut qu'il se greffe de quelqu'un, il faut qu'il se greffe d'un entourage qui va s'assurer que le parti est géré justement comme une entreprise et que les gens qui livrent pas la marchandise ou qui vont à l'encontre de ce qu'on vend comme discours politique, parce que c'est quand même ça le problème, là, c'est qu'on a des gens qui sont en poste, notamment M. Cavalière, qui ont des discours ouvertement anti-immigration, qui ont des discours qui vont totalement à l'encontre de ce que Éric dit en public, et aussi que ce que Éric a dit pour recruter des dizaines et des dizaines de candidats. Des candidats qui se sont joints précisément pour le discours. Écoute, il y en a plusieurs qui m'ont parlé, qui m'ont dit non, regarde, moi, ce que j'ai vu d'Éric Duhem, c'est le seul qui s'est levé il a eu le courage de le faire pour défendre les droits et libertés. Et c'est ce discours-là qui les a amenés. Je ne dis pas qu'il faut faire 100% de la campagne ou de notre politique sur la crise sanitaire, mais c'est quand même caractéristique d'un leader qui est capable de se lever quand tu as du vent en face. Puis ça, je pense que les gens le reconnaissent. Maintenant, il doit appliquer ça, je pense, à la gestion interne du parti. Puis s'il y a des coulages, puis s'il y a des choses qui sortent, c'est parce qu'il y a une insatisfaction puis il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Tu es impliqué également dans un article du Soleil. On parle comme de quoi que j'ai pas l'article devant moi, mais de souvenirs ce matin de ce que j'ai lu. On dit que tu as eu une mise en demeure, que tu aurais des documents ou encore des données, du data qui appartient au parti. Qu'est-ce qu'il y en est de cette histoire-là? Puis quel est le fond de... c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il y en est, en fait? Bien, premièrement, le fond de l'histoire, c'est que la personne en question, le directeur du parti, je lui ai répondu immédiatement, je pense que c'était au début octobre, à l'effet que non, je n'avais pas ces données-là. Je veux dire, moi, c'est probablement une erreur de manipulation, whatever. Là, j'ai pas ces données-là en ma possession. Il y avait déjà la réponse. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai été signifié par huissier, ce qui est totalement inutile en passant. Là, tu sais, j'avais déjà été avisé, il y avait déjà sa réponse. C'est d'ailleurs ma réponse qui lui a été acheminée par mon avocat. Mais c'est la suite qui est quand même inquiétante, c'est que la seule personne qui avait cette lettre de huissier-là, c'est le directeur lui-même. Et il l'a coulé sciemment à des journalistes pour que parce que dans le fond, l'objectif de cette mise en demeure-là, c'était de la couler aux journalistes pour que le narratif soit le PCQ prend action contre Jonathan Hamel. Moi, je pense que ça, c'est problématique de l'extérieur, ça a l'air de quelqu'un qui fait un geste parce que justement, dans l'autre dossier d'avant, il est comme nommé comme étant peut-être à problème, puis que Éric Duhem devrait peut-être le remercier parce qu'il y a des choses qui ne se rejoignent pas entre certaines personnes puis ce cadre-là ou cette personne dirigeante-là. Et de lui couler ça, es-tu en train d'essayer de sauver sa job? C'est quoi qui est... Ben, je pense que ça ressemble à ça. Et je pense qu'il est dans les derniers retranchements. Je pense que le mouvement s'accentue. Éric doit prendre acte parce qu'actuellement, c'est le PCQ qui en souffre. Et je pense que c'est très téméraire d'un dirigeant... si on le met, par exemple, dans un contexte d'entreprise, un dirigeant qui coulerait des documents comme ça pour se débarrasser d'un VP ou l'action coulerait en bourse juste pour te débarrasser de quelqu'un. C'est quand même quelque chose comme... Mais moi, je ne connais pas cette personne-là. Qu'est-ce que... C'est arrivé comment? Il s'est impliqué comment? C'est quoi l'histoire derrière ça? Moi, premièrement, j'ai rien personnellement contre M. Cavalière. Je veux dire, ça a toujours été mon point. Mon point, c'est, dès le début, j'ai remarqué, puis ça, je pense que c'est une opinion qui est quand même relativement partagée dans le parti. Je pense que M. Cavalière, c'est quelqu'un qui a des talents techniques, donc quelqu'un d'informatique, je crois. On ne sait pas trop comment il s'est ramassé à la direction de ce parti-là, de fil en aiguille, mais actuellement, il emmène très large. C'est quelqu'un qui a des décisions politiques, financières et organisationnelles au PCQ. Ce qu'on comprend, c'est que, et ça purement en tant qu'observateur, je comprends qu'il y a une sorte de gouvernance parallèle au PCQ, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration du parti, mais il y a un genre de petit comité on decide qui semble tout décider, alors que les vrais administrateurs sont un peu ignorés. Donc maintenant, je pense qu'il faut ramener la vraie gouvernance dans un parti comme ça devrait l'être, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration, le parti doit être géré par ce conseil d'administration-là qui est élu par les membres en passant. Il y a une présidente qui est aussi élue par les membres, c'est elle, la boss du parti en passant. Là. Donc, il y a un paquet de gens qui doivent prendre leur place, s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance. Puis, si ça se passe pas comme ça... Est-ce que José Werner a affaire là-dedans, Adrien Pouliot? Est-ce que ces gros noms-là ont affaire là-dedans? Ce que je comprends, c'est que José Werner était à la tête du comité électoral du parti qui était comme en marge de ce conseil d'administration-là, qui a comme été tassé pour la durée de la campagne électorale. Okay. Moi, j'ai signifié à Mme Werner plusieurs fois le problème que M. Cavalière représentait sur la campagne, ainsi que certaines personnes. Moi, je pense que plusieurs problèmes de la campagne sont directement liés à l'incompétence et au manque d'expérience de gens qui entouraient Éric. C'est totalement... Et ça, c'est très partagé. C'est assez consensuel dans le parti à l'heure actuelle. Le fait que, justement, on a parlé... Le problème, c'est pas l'histoire des taxes, parce qu'au fond, c'est quand même une bonne histoire. Éric a aidé quelqu'un
quelqu'un, un de ses amis. Le problème, c'est qu'on en a parlé 5 jours. Puis le problème, c'est qu'il y a des gens qui me disent encore « Ouais, mais ton chef, il paye pas ses taxes. » C'est pas ça l'histoire. Pourquoi ça n'a pas été vidé le premier jour? Le premier jour, c'est ça. C'est ça le problème. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a perdu des comtés à Québec. C'est pas parce qu'on a parlé à Montréal en anglais. Là. Non, c'est clair que c'est une histoire semblable. Mais ça, quand même, je veux dire, il y a de l'insatisfaction, c'est clair, à QS, avec ce qui est arrivé, avec les résultats qu'ils ont eus, avec les deux groupes qui se chamaillent, la gang à Doyon, Option nationale, etc. Ils le font à porte close. Il y a sans doute de l'insatisfaction, même dans le Parti québécois. Là, si le seul parti de droite qui s'installe au Québec, et on a tendance à se malmener, la droite au Québec, là, puis à s'auto-détruire, est-ce que s'en aller dans les médias puis laver notre linge de manière qu'on le fait, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est dangereux? Bien, c'est jamais une bonne idée, mais ce que je disais précédemment, c'est que si ça se ramasse là, c'est que s'il y a des choses qui traînent qui ne sont pas réglées. À un moment donné, il faut mettre son poing sur la table, puis il faut faire de l'ordre dans ce parti-là, parce que sinon, il y a des gens qui vont juste arrêter de s'impliquer, parce que je pense qu'elle est là le plus gros actif du Parti conservateur. C'est la base militante que Éric a réussi à amasser. Il y a d'excellents candidats, je pense. Et c'est assez déplorable que ces candidats-là ont été traités comme des moins que rien. C'est comme si c'était La très grande majorité, je pense, des candidats sont des gens remarquables, des gens qui ont mis leur vie de côté pour se présenter pour des motivations qu'on partageait tous ici. C'est des gens qui ont été outrés des 2 dernières années. Puis moi, je les remercie. Là. Moi, en tant que Québécois, je suis fier de voir des gens, des ingénieurs, des médecins, des gens qui ont mis leur vie de côté pour dire « Regarde, moi, je vais passer 3-4 mois on the side, à me faire tirer des roches par les médias. Parce que c'est pas rien, là. C'est pas aller à un congrès de Club Lyon, là. Tu vas te faire tirer des roches dans les médias pour défendre des principes de liberté et de droits individuels. Moi, je pense que ça n'a pas été assez souligné. Ouais. Je pense que les candidats auraient dû être mieux défendus. Et je pense que la plus grande force là, du parti, c'est ces gens-là. Puis actuellement, ce genre de niaiserie-là, dû à quelques personnes incompétentes au parti, qui déversent dans les médias, je pense que ça nuit au fait que ces gens-là pourraient rester. Dernière question. Je sais qu'on a fait un gros show aujourd'hui, assez long, plus long qu'à l'habitude, mais dernière question vite de même. Est-ce que, je sais qu'on a manqué de temps, je sais que ça s'est précipité avec toutes les histoires de COVID, mais quand même, on le voit là que ça nous pète d'en face. Est-ce qu'on aurait pu régler ce problème à savoir si le Parti conservateur est un parti identitaire ou non? Parce que c'est lui le problème. Ce qu'on a jasé dans le débat tantôt, puis ce qu'on voit, oui, il y a de l'incompétence, mais il y a aussi quelqu'un qui n'est pas pantoute à la même place que d'autres le sont. Là. On parle de quelqu'un qui est carrément, donc publiquement identitaire. Ça, ce dossier-là, on aurait peut-être dû le régler avant pour pas avoir ce monde-là, finalement, ou les avoir à 100%. Moi, qu'on ait une personne qui a des opinions différentes, par exemple, qui dit que je veux moins d'immigration, tout ça, qui s'occupe de l'informatique au parti, ça me dérange pas. À partir du moment que tu as un directeur général qui a des opinions qui vont complètement à l'encontre du discours du chef et des valeurs du parti, c'est une autre histoire, parce que cette personne-là a un levier financier, organisationnel et des ressources du parti qui peut ensuite pousser son agenda personnel. Et actuellement, les candidats, ils savent pas ça. Ils savent pas. En fait, les gens ne le savent pas tous à quel point on a un directeur général au PCQ qui est en totale contradiction avec les valeurs et le discours du chef. Joamel, bravo. Si jamais Éric Duhem s'en va comme chef, es-tu intéressé de en politique, il faut toujours nier. Avec, non, c'est. Il faut passer du temps avec ma famille. C'est très bon. J'ai le temps d'en faire une aussi. Oui, c'est ça. Joamel est avec nous autres. Jerry, thank you, man. Yes. T'avais-tu des choses à dire encore? C'est-tu correct? Non. T'as dit ce que tu voulais dire. Oui. Merci, Mr. White. Hey, Alain Bécile, saluez mon ami. Alain Bécile est en studio avec nous autres, avec son chum, Ami Bécile. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.